Bienvenue dans l'Abreuvoir, le podcast qui vous abreuve de culture. Retrouvez-nous toutes les 2 semaines pour nous entendre débattre de cinéma, musique et de tout plein de sujets intéressants. N'hésitez pas à vous abonner et retrouvez-nous sur toutes les plateformes de streaming. YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Bonne écoute. I'd like to thank all the people. All the people. So many people. And they walk your hands in hands through their shite life. Salut les gars, Salut. ça va comment? Bah écoute, moi ça va nickel. Très Ouais. content de vous revoir aujourd'hui. Bah Bien. ouais, carrément, c'est un plaisir en tout cas Bien. d'être posé autour de cette table. Voilà, petit Chaudement. verre d'eau, petit café, on est Oh posé, oui. tac tac. Oh oui, et ça fait plaisir. Ouais, Bon, aujourd'hui, on a un grand sujet à aborder, hein, en tout cas. ouais, tous les trois. carrément. Ça s'appelle la Britpop. Let's go, la Britpop, c'est un mouvement finalement du coup très intéressant. Ouais. Et on va en parler un petit peu plus en profondeur après, mais en tout cas, à titre personnel, je me permets une petite introduction. C'est un mouvement musical que j'apprécie et que j'affectionne vraiment beaucoup. Mm. Et voilà, j'espère qu'effectivement pour vous, ça vous touche aussi d'une certaine manière. Donc Clément, Adrien, Perso, je pense moins que toi. ok, mais ça va être intéressant justement d'en parler un peu comme ça, voir Ouais, justement, carrément. ok, le ressenti. Bah alors, bon, c'est vrai que la Britpop, c'est, franchement, ça me touchait pas forcément énormément. Étrangement, bah, quand je me suis replongé un peu dans Oasis, Blur, etc., et puis même quand j'ai un peu, on va dire, gratté sur le vernis pendant nos recherches, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de trucs pertinents et intéressants à en tirer, apprendre en tout cas de ce mouvement-là. Donc c'est pour ça que ça va être, c'est pour ça que finalement, tu vois, alors, j'ai un peu réévalué certains trucs sur la Britpop, voilà, tu vois, alors, j'ai peut-être un peu changé d'avis, voilà. Voilà. Et justement, avant de commencer à parler justement de Britpop, est-ce que ce serait pas mal de commencer à définir ce qu'est la Britpop? Ouais. Bah, alors bon, la définition qu'on pourrait trouver le plus littérale, c'est Britpop est égal à British Popular Music. Voilà, contraction de 2 mots du coup. Oui, c'est ça, tu vois, alors comme les journalistes aiment bien le faire, hein, de Voilà. toute façon. Hein. Et donc voilà. Donc après, bah, la Britpop, concrètement, ça reste quand même une musique pop, du coup, très inspirée quand même des années 60-70. Donc British Invasion, ça va des Beatles, aux Les Kings, voilà, absolument, jusqu'à David Bowie, Ouais. et bien sûr... parce qu'il y a quand même quelque chose entre David Bowie des 70 et 90, c'est quand même les années 80 avec Wave. la venue de synthé quand même. Enfin, en mode, par exemple, des groupes comme Talking Heads, Joy Division, The Cure et tous les bails comme New ça. Order, Ouais. tu vois, alors qui ont quand même né aussi dans la pop, on va dire, les synthétiseurs, et en tout cas qui ont popularisé certains nouveaux tics, tu vois, alors dans la pop. Mhm. Donc voilà, donc la Britpop, c'est un peu tout ça, mais condensé aussi, je pense, au-delà de la musique, vis-à-vis de la presse et d'autres trucs. Mais ça, je pense qu'on en parlera, On en parlera un peu plus tard, substance en après, détail. Ouais. Et on verra justement que c'est un mouvement qui est très très hétérogène, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et c'est ça ce qui va être intéressant à aborder aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas vraiment dans une définition d'un genre qui est quasiment unique, avec vraiment une touche particulière. On est vraiment sur plein de groupes avec vraiment leur spécificité et leur identité propre. Bah ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Bah du coup, je propose quand même qu'on fasse voilà, en plusieurs parties. C'est parce que ça va être un peu compliqué de tout parler Oui, comme oui, ça de la c'est Britpop. un sujet assez vaste. hein. Oh oui, c'est très vaste. Donc du coup, bah, on va quand même faire un petit contexte. Contexte, comme voilà, tu sais trop bien les faire, Samy. Ah là là, que de pression, Voilà, que de bah, pression. mais Et en non. plus, c'est généralement quand ça commence comme ça que je commence. Ah bah, moi aussi. Non mais non, ça Non. va, t'inquiète pas, tout va Voilà, bien se non mais passer. il m'a transmis la force et le courage, c'est nickel, c'est nickel. Mm. Alors du coup, sur le contexte, le contexte historique de la Britpop, il est très particulier. En fait, il est né d'un facteur qui est très intéressant, qui est le facteur politique et social en Angleterre. Donc de la fin des années 80 au début des années 90, c'est un peu ce moment précis où l'Angleterre sort de la politique d'austérité qui a été imposée par Margaret Thatcher. Mhm. Donc vraiment, cette espèce, enfin, en gros, ces mesures qu'elle a voulu appliquer, qui a vraiment été très néfaste pour la classe ouvrière anglaise et qui a contribué à la... Alors là, je fais vraiment dans les grandes lignes, hein, qui a désindustrialisé le pays Ouais. et vraiment qui a précipité une partie justement de la classe ouvrière et de la classe populaire anglaise vraiment dans une austérité et dans vraiment très... Dans le dur quoi. dans le tu dur vois. et vraiment dans des conditions de vie quand même assez compliquées. Et à cette époque-là, il y a donc l'Angleterre qui est un peu en perte de repères. C'est-à-dire que vraiment l'Angleterre a l'impression, pour en fait une des grandes nations européennes qui pendant très longtemps a justement exporté sa musique, a exporté son art et même un peu son cinéma du coup à travers le monde, se retrouve
avec une perte de repères, une perte de symboles, et se retrouve en fait dans cette situation qui est très compliquée pour les Anglais eux-mêmes à vivre. Et en fait, cette impression d'être relégué un peu au second plan. Ouais. Donc, ça a été vraiment très très dur à vivre pour eux. Et c'est dans ces contextes précis, à savoir au début des années 90, que va commencer à émerger quelques groupes qui vont en fait se réapproprier finalement une idée fantasmée justement dans cette Angleterre-là, et en fait vont commencer à mettre un peu à produire leur musique. Et en fait, ce qui est intéressant avec la Britpop, c'est que c'est en fait un mouvement qui au tout début n'a pas vraiment été catégorisé directement comme étant de la Britpop. Alors je m'explique, en fait c'est un truc qui est venu beaucoup plus tard. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que les groupes eux-mêmes, les premiers concernés, on va le voir un peu plus tard aussi, en fait, n'aimaient pas forcément se voir catégorisés comme étant Britpop. En même temps, c'est une étiquette qui peut être aussi dure à porter, saisir, à porter, etc. Et on va le voir avec quelques groupes, effectivement, qu'on va aborder un peu après. C'est une étiquette qui a pendant très longtemps été pas forcément, qui était presque péjorative pour ces groupes-là, et c'est très intéressant. Bah alors il y a un truc aussi qui est intéressant quand même avec la Britpop, c'est aussi que c'est une réaction aussi à la culture. Bah justement, tu parlais justement du fait que ils se sont retrouvés un peu au second plan dans la culture mondiale, parce et que devinez quel pays et l'Angleterre, mais ouais, devinez quel pays en fait a pris le t'inquiète, j'y viens. Et c'est en mode c'est pampan, hein. C'est en mode non, mais en vrai ils se sont retrouvés quand même en second plan, même si tu vois dans les années 80 t'avais des groupes, tu sais, genre comme les Smiths ou les Stone Roses qui quand même étaient quand même connus à l'international. En vrai, en ce qui concernait le rock, il y avait pas grand chose, tu vois, alors. Et en gros, on va dire la petite goutte d'eau, parce qu'il y avait aussi la musique techno qui s'importait. Le hip-hop alors, qui commence à se démocratiser. Ouais, aussi. Le hip-hop aussi. Et du coup, c'est vrai que la Britpop, c'est aussi en mode les Anglais, on va dire rockers, ou tu sais, genre peut-être de classe moyenne ou populaire, ne se retrouvaient plus forcément dans cette musique-là, tu vois. Ceux qui n'aimaient pas la techno, ils peut-être n'aimaient pas aussi le hip-hop, etc., ou même les sonorités et tout. Et c'est en mode, à partir du début années 90, 91, il y a un album, il y a Nirvana, il y a Nevermind. Et là, on va toucher au dur là. Ah le truc, c'est que le grunge, ça a été un peu la petite goutte d'eau qui a fait dire aux Britanniques et non mais c'est bon, on en a ras le cul quand même des ricains, tu vois. Alors justement, par rapport à ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, même par rapport à l'histoire du rock en soi, l'Angleterre, ça a toujours été un des pays avec les États-Unis justement qui a été vraiment très porté sur l'innovation en matière de rock justement. Il y a beaucoup de groupes justement qui ont fluctué, sont passés de l'Angleterre aux États-Unis, et l'Angleterre a toujours été un bastion entre guillemets pour beaucoup de rockers, pour beaucoup de musiciens rock. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est que là, l'hégémonie en matière de représentation de musique rock, c'est les États-Unis avec le grunge. Ouais. Et ce qui est assez intéressant, c'est que par réaction, il y a presque une forme, je dirais pas un aspect réactionnaire, mais un peu, je trouve. Ouais, il y a un peu cet aspect-là. C'est vrai, on peut le dire. Ouais, c'est vrai qu'on peut le dire. Il y a un aspect très identitaire qui vient, et en fait, les Anglais sont un peu en mode, mais en fait, c'est chier. Nous, on était le pays qui était, on a connu Clapton, c'était vraiment des gros rockers. Les Beatles, les Rolling Stones. Floyd. Et là, on se retrouve à consommer, entre guillemets, finalement, du coup, un rock, déjà une forme de rock qui correspond pas vraiment aux standards que nous, on a voulu mettre en place à l'époque. Et en fait, il y a vraiment une réaction assez épidermique par rapport à ça. Ouais. Et en fait, le grunge, on va voir, ça a été aussi un truc en réponse assez violent pour beaucoup d'Anglais, quoi. Ah oui, carrément. Et puis on va le voir plus tard avec aussi comment les Américains recevaient les Anglais à cette époque-là. Mais voilà, mais en tout cas, c'est vrai que là, au moins, vous avez un contexte qui est très large et qui permet au moins de... Mais qu'on va étoffer un peu plus en substance après. Ouais. Parce que, en fait, c'est aussi dans la petite histoire que se fait la grande. Hein. Mais en tout cas, on va dire que la véritable jeunesse de la Britpop, ça vient surtout d'un artiste qui avait été, dans les années 80, on va dire... quand même un musicien important, c'est Paul Weller. Donc quand même il est décrit comme le Mod Father. Ouais, tu vois, c'est tiré du mouvement mode, c'est ça, en Angleterre. Absolument, ouais, c'est ça. Donc les mods, c'était par exemple le début des Who, voilà, avec My Kings. Generation, etc. Les Kings aussi, du coup, on en parlait un peu. Ouais, les Kings et les Small Faces. Exactement, ouais. Voilà, donc ça, je vous invite à aller écouter littéralement. Hein, c'est quand même des petits groupes classic shit, comme on dit. Et en fait, Paul Weller, avant qu'il se lance en solo, il a été quand même dans les The Jam, donc qui était quand même un groupe qui était quand même assez populaire, hein, que ce soit en Angleterre et même aux États-Unis, ils se sont un peu exportés. Puis il les a quittés pour aller pour fonder un groupe qui s'appelle The Steel Council. Et à partir de là, les 90, il se retrouve, tu vois, alors avec un groupe The Steel Council où en mode ça s'est arrêté, etc. Et il décide de faire une carrière solo. Et c'est à partir de là, en 92, que va sortir l'album Paul Weller de Paul Weller. Momentary lapse of my condition, send me
tumbling down into a deep despair. Lost in days, so I had no real recollection until the rain hit the air. Ah, éponyme. Bon, le mec s'est pas trop cassé la tête. Bah, Hein. bah non, mais quand un début de carrière, t'as Oui. envie de dire c'est qui Paul Weller, il a fait quoi comme album Paul Weller. Au moins t'es carré, tu vois. Alors, t'as pas à chercher midi à 14h. L'abreuvoir, il faut quoi comme podcast? Bah, ils font l'abreuvoir. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Alors, bah, indéfinissable, tu vois. Je genre reviens unique, d'ailleurs je me permets de revenir un peu en arrière, du coup. Ouais. Le terme Britpop, d'ailleurs, c'est plus ou moins, on estime que c'est tiré finalement du coup d'un article d'un journaliste anglais qui s'appelle John Robb, qui était, en fait, qu'il a écrit ça beaucoup plus tardivement. Ouais. Et donc c'est lui dans le magazine justement, donc Sounds, qui est un magazine anglais qui parlait justement des groupes de l'époque et qui parlait soit de Paul Weller, mais aussi des Stone Roses, des groupes un peu anglais de l'époque. Voilà. Et après, bah, peut-être qu'on. Bah, dans ce cas-là, puisque tu me parles de John Robb, il y a aussi Stuart McConney. Oui. Et en fait, quand j'ai fait mes petites recherches et tout, à propos de ce qu'il disait, tu vois, alors pourquoi il avait utilisé ce terme Britpop, bah en fait, bon, je vais lire directement, tu sais, genre, bon, c'est une traduction faite de mon propre chef, hein, donc. Mais fais-toi plaisir. Voilà, quoi, Fais-toi plaisir. Bon, je suis pas non plus un prof, je suis pas en C1 en anglais, quoi. Voilà. Mais en gros, ce qu'il disait, c'est que, ça c'est McConney qui parle, je suis persuadé que dans les années 60, le terme devait être utilisé pour décrire les Hollies ou les Beatles. Mais je suis la première personne à l'avoir utilisé pour les groupes tels que Oasis et Blur. Voilà. Beaucoup Et plus en fait, tardivement. je trouvais que c'était quand même vachement intéressant, tu vois, alors, parce que Britpop, c'est comme si ça avait toujours existé, Exactement. mais que ça a été défini vraiment, tu vois, genre, Après. ce terme-là, ouais, Beaucoup c'est plus tardivement, ouais. ça. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, Britpop, ça existe, voilà, tu vois. Et c'est vrai que c'est Alan. Et c'est assez marrant de dire ça. Moi, ça me fait penser à quelque chose. Je me dis qu'en fait, le fait que ce soit été utilisé beaucoup plus tardivement, est-ce que du coup, c'est le moment où il n'y a pas déjà ce fétichisme, un peu cette nostalgie par rapport au passé? Parce que du coup, les Beatles, The Hollies, The Kings, etc. Ils s'en foutaient qu'ils étaient anglais. Ils s'en limite. foutaient en fait. En vrai, il y c'est avait... En plus, le pire, c'est qu'enfin, ce qui était assez quand même parlant, c'est que justement, c'est une musique qui s'exportait vraiment à l'international, qui avait même pas pour vocation de l'être, mais qui l'était de par sa nature. Et là, du coup, on est dans un phénomène un peu inverse, et du coup, on fétichise un peu une période passée. Après, il faut pas oublier que les Beatles, quand même, c'est la naissance de la pop. C'est vrai. Et du coup, tu vois, alors, c'était la Beatlesmania. La etc. Beatlesmania, ouais. C'est la première fois, c'est le premier boys band, c'est Voilà. le premier machin, quoi, voilà. Qui a aussi été marketé, qui a été conçu, effectivement. Ah oui, bien sûr. et sublimement, mais voilà, bon, on va quand même revenir à On va Paul Weller, revenir, comme voilà, ça, ouais, on revient à bien sûr. 92. On aurait à 92. Et ma foi, en fait, quand j'ai écouté l'album de Paul Weller, j'admets un truc, c'est que oui, c'est très inspiré mode, etc. Mais je trouve que même s'il est décrit, parce que c'est quand même, on va dire, l'un des artistes que Liam Gallagher, Noel Gallagher, ainsi que Albarn, précis, et le définissent comme celui qui a vraiment créé ce mouvement-là, bah en fait, ça n'a pas forcément un son Britpop. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'il y a énormément d'influences R&B, tu vois, genre limite un peu soul, un peu à la Motown et tout, tu vois, alors. Et c'est vrai que j'étais un peu surpris. Je me suis dit, tu vois, alors. C'est vrai. C'était étrange, voilà. Et du coup, bah, on est quand même en 92, mais en 93, il se passe quelque chose. Et c'est là où ça va devenir assez intéressant, c'est que du coup, il y a un autre groupe qui est en fait, alors mine de rien, en fait, on a parlé des frères Gallagher, on a parlé du coup de Damon Albarn, donc de Blur et d'Oasis. En fait, il y a un troisième groupe qui est malheureusement pas connu la postérité comme c'est les deux groupes précédents que j'ai cités ont connu, c'est Suède. Et Dieu sait à quel point ça va être cool. Suède. Et vraiment, c'est un groupe très intéressant. Je vais laisser Adrien en parler parce qu'il a découvert justement le groupe il n'y a pas très longtemps. Et il est à chaud. C'est une des personnes qui en parle le mieux, je trouve. Ah ouais, vraiment, vraiment à cœur. Aïe. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un album que je trouve génial, vraiment génial et richissime. Et en fait, Adrien trouve un autre album de ce groupe-là tout aussi génial. Et ça va être intéressant d'en parler. Bah, C'est pour ça que je vais laisser commencer. T'inquiète. Bah du coup, Suède, bon, c'est un groupe qui a été formé en 88 à Londres. Et non pas à Stockholm. Voilà. Insérer une batterie.
Ouais, donc c'est pas ouais, du coup c'est pas en Suède, hein, voilà. Et du coup, c'est un groupe qui est composé de Brett Anderson. Donc le frontman, ouais. Absolument, de Brett Anderson. Et dans le line-up le plus célèbre, hein, en tout cas pour les deux premiers albums de Suède, accompagné du guitariste Bernard Butler. Donc alors, le groupe commence en 88, mais à la base, il s'appelait pas comme ça. Il s'appelait Suave and Elegant. Exactement. Voilà. Et je trouvais ça vraiment mignon. Enfin, en tout cas, ça donne pas envie d'écouter, mais je me dis, c'est inspiré, quoi. Alors, il y a aussi le bassiste Matt Osman, hein, du coup, qui fait partie du groupe. On a oublié de le citer juste Oui, avant. ok. Matt Ouais, Osman, absolument, oui. Et puis, à l'époque, il y avait aussi la petite amie de Brett Anderson. Justin Frischmann, qui justement a formé son propre groupe un peu plus tard, Elastica. Voilà, c'est ça, tu vois. Et donc, du coup, Et qui a foutu le bordel aussi. Écoute, voilà, le drama. Non, mais après, en tout cas, Suède, parce qu'il s'est pas appelé comme ça, et en fait, c'est grâce à Justin Frischmann qui a un peu soufflé l'idée à Brett en disant Suave et Elegant, c'est sympa, hein. C'est sympa, mais c'est un peu claqué au sol. C'est claqué au sol, tu vois. Non, et puis en fait, c'est marrant. Suède est sorti comme ça. Elle a quitté le groupe assez rapidement en plus, dès 91 ans. Ouais, c'était pour faire ses études apparemment. En tout cas, elle a fait sa pause un peu comme ça, puis après, du coup, elle a repris son groupe bien après. Oui, c'est ça, tu vois. Alors en tout cas, elle a fait sa carrière de son côté. Malgré... voilà. Et on a oublié de citer Mike Joyce aussi. Ah oui, j'allais y venir, parce qu'en fait, il fait pas partie forcément du groupe au tout début. Il est rejoint en 91, Mike Joyce. Ouais. Donc alors, Mike Joyce, hein, qui est quand même l'ancien batteur des Smiths. Oui. Ce qui est pas déconnant, tu vois, alors quand même d'avoir un batteur aussi renommé. Parce qu'avant, l'identité du groupe, hein, c'était Brett et Butler, pardon, et puis Justin. Mais le truc, c'est qu'ils utilisaient une boîte à rythme, tu vois. Alors donc, soudainement, l'avenue de la batterie, notamment de Joyce. Beaucoup de choses, ouais. Absolument. Là, ça a quand même, ça a été cool. Bon, en gros, quand même, Suède, c'est un groupe qui a eu du mal à se lancer, hein, tu vois. Alors, ils voulaient, tu sais, sortir déjà un single nommé Be My God en 91. Mais ils ont eu un désaccord avec le label RML Records, ce qui a fait que, ça s'est pas fait, tu vois, alors ils devaient retrouver un autre contrat, nouvelle signature, etc. Et ils ont fini par signer sur un autre label. Ouais, chez Newt Records. Ouais. Et ce qui est assez ouf, c'est qu'en fait, ils avaient même pas vraiment à proprement commencé, ils avaient même pas commencé à faire un album ou quoi que ce soit. En fait, ils se sont retrouvés en couverture d'un magazine, donc Melody Maker. Et en fait, c'est assez ouf parce qu'ils ont été projetés, mais sous les projecteurs. Ah oui, lancé comme ça. Lancé comme ça, mais sans aucune base concrète. Donc pression de fou quand même pour les mecs. Hein. Surtout qu'ils avaient sorti, je crois, même pas un seul single, The Joners. Enfin, ils avaient sorti The Joners, un truc comme ça, tu vois. Des bails un peu comme ça, genre pas vraiment très aboutis. Mais... Non, pas du tout. Enfin, c'était en mai 92. Ils étaient dit comme un espèce de très bon groupe, sauf qu'en fait, ils avaient encore rien fait, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ils avaient tout à faire. Bon, après, quand même, et ils ont pas niaisé, hein, parce que, tu vois, alors malgré tout, ils ont très vite continué à montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Notamment avec, tu sais, la sortie de Metal Mickey et de Animal Nitrate. Et The Droners aussi, du coup, qui est sorti à la même époque. Ouais, qui était sorti en mai 92. Et puis après, vient Suède, le premier album, en 1993. Et qui est vraiment très 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 intéressant. Et en fait, qui vient en plus un peu concurrencer, parce qu'on l'a pas abordé juste avant, mais il y avait déjà à ce moment une forme un peu de rivalité entre Brett Anderson et Damon Albarn. Damon Albarn qui avait déjà commencé finalement à faire quelques albums avec son groupe Blur, et il y avait déjà, je dirais pas des tensions, mais il y avait un peu une forme de rivalité, un peu comme ça finalement, un peu... C'est des Anglais. C'est des Anglais. Là, je suis désolé, mais quand en plus je faisais des recherches, puis je me disais, mais comment ils se crêpaient le chignon quand même, tu vois, alors entre eux, tu vois, ça se vole la copine, ça insulte, etc. Ça fait des petites piques comme ci, comme ça. Bon, c'est très intéressant, hein, ça montre bien pourquoi les Anglais, on les accepte pas dans les stades en France. Je rigole. Alors, pour revenir justement sur l'aspect contextualisation, l'album, c'est une réussite critique et commerciale, ce qui est assez surprenant pour un premier album. Attends, c'était quand même l'album qui a été le plus vendu, l'album du premier groupe le plus vendu le plus rapidement, tu vois, à cette époque-là. 100 000 copies d'album dès la première semaine. Ouais, ce qui est énorme. Hein. Ce qui est vraiment ouf. C'est un truc de zinzin. Et tout ça produit par Ed Buller. Ouais. Et bien sûr, c'était en mars 93. Donc voilà. Et en fait, honnêtement, cet album, quand je l'ai écouté, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas non plus à un groupe comme ça à Suède. Tu t'attendais à quoi ? Je sais pas, peut-être à un truc comme un peu Blur ou Oasis, tu vois, je me disais bon machin. Et en fait, c'est une identité hyper forte. Et c'est ça qui est assez ouf, hein. C'est qu'en fait, le groupe n'a rien à voir avec, en gros, l'identité, t'en parlais juste avant, mais de Blur, Oasis, et vraiment, c'est un truc très très intéressant parce qu'ils ont un univers mais tellement singulier. Et surtout, c'est Bernard Butler. Qui fait le... la guitare
Enfin, tu vois, alors, ses lignes de guitare, ses riffs, ses solos, tu vois, la manière dont ça a arrangé. Enfin, je trouve que, en tout cas, le premier album de Suède, ça a été une petite claque. C'est Tu vois, une alors. claque, et je me c'est permettrais très de dire, intéressant. c'est vrai en fait, ce qui est assez ouf, c'est que je trouve que c'est un album qui est très très équilibré pour un premier album. C'est-à-dire que vraiment, t'as des morceaux finalement qui sont voilà donc très dynamiques comme The Droners, etc. ou Metal Mickey. Et paradoxalement, finalement, on sent déjà un truc qu'ils vont installer plus tard sur les albums suivants. En fait, une ambiance très mélancolique, très posée, où justement, en fait, tout l'aspect un peu comme ça, guitare un peu saturé comme ça, va en fait prendre du retrait. Et en fait, ça a une cohérence assez ouf, même sur le premier album. Bah, Et je même trouve- So Young, ça So commence Young, déjà, tu exactement. vois, alors tu sens déjà un peu le Ouais, côté et mélancolique, exactement, un tu vois, petit alors, Dogman Star un peu en devenir, on en parle. Voilà. Mais voilà, tranquille. Mais en fait, ce que je trouve ouf vraiment pour un premier album, c'est vraiment cette forme d'équilibre. Et je trouve ça assez ouf que pour un groupe qui a sorti et pour un premier jet comme ça, Ouais. de trouver un équilibre, mais vraiment aussi parfait sur un premier essai. Ouais, parce que franchement, l'album, il s'écoute vraiment Ah, bien d'une génial. traite. Et surtout qu'il est quand même pas bien inspiré. Tu Ouais, vois, alors, ouais. autant, tu vois, alors, tu sens un peu le côté glam rock de Bowie ou de T-Rex avec Mark Bolan. Tu vois, alors comme le côté un peu psychédélique. Voilà, qui psychédélique, mais même des balades un peu mélancoliques, un peu comme ça, Ouais. avec un aspect mélodique très. Showcase. Shoegaze. Shoegaze. Ouais, alors, Pas ouais, tant que alors, ça, pas tant que ça. pas tant que ça, mais si tu sens, tu vois, alors un peu les effets, Ouais. tu vois, alors Un machin. peu. Mais honnêtement, on n'est pas dans le premier album de Blur. On va pas Non, aller quand plus même loin. pas. Ouais, Voilà, on- tu vois, alors, on- mais voilà, tu vois. on alors, n'est en pas tout dans cas, je trouve que c'est vraiment un album qui est super bien équilibré en revanche. T'es là, tu écoutes d'une traite, tu dis ah là il y a une patte, là il y a vraiment un truc intéressant. Et comme premier album, surtout tu vois alors on te lance tu vois genre directement dans l'eau comme le bébé de Nevermind. Tu vois alors il faut savoir nager, tu vois alors après. Ouais. Et là ils ont réussi tu vois alors à faire la meilleure brasse, tu vois genre musicale que tu puisses faire en fait, tu vois alors pour un début quoi. Et Enfin, moi, je souligne aussi que la voix de Brett Anderson est vraiment magnifique aussi. Hein. C'est un Il des faut aimer par contre. faut aimer. Alors, on critique souvent, même entre nous, on parle un peu comme ça, les voix un peu nasillardes, des fois un peu comme ça posées. Mais je trouve que là, pour le coup, ça touche à un truc que je trouve assez bien réussi. Mais en fait, ça va tellement de pair avec la composition musicale de l'album que je trouve, et la composition instrumentale, que je trouve ça assez bien. Et le personnage un peu androgyne aussi Exactement. de Brett. Ouais, c'est vrai qu'on a même pas abordé ça, mais même en gros, la pochette d'album. Et en fait, Pochette, là, qui a fait polémique. Et qui a tout. fait polémique à l'époque justement, et en fait qui fera beaucoup parler d'elle, mais ça va de pair aussi avec l'identité du groupe qui joue beaucoup sur l'androgynie, sur la confusion entre les genres, et c'est très intéressant aussi. Ouais. David Bowie. Bah ouais, mais, c'est ça, mais hein, c'est ça, hein, c'est vraiment revendiqué dans Ouais. l'inspiration. Mais quand tu vois par exemple la pochette d'album où c'est deux femmes qui s'embrassent, etc. Tu vois, alors ça paraît bête aujourd'hui, enfin c'est même ridicule, tu vois, mais peut-être à l'époque ça avait un peu choqué, tu vois, alors ça a fait, en fait ça a fait un peu de drama, tu vois, Oui, alors, c'est en mode drama. ah ouais ils sont sulfureux, patati patata quoi. Ouais. Mais en tout cas, bah bon, on continue un peu de parler de Suède parce qu'il y a aussi 1994 avec Dogman Star. Exactement, et là on va arriver à l'album que je préfère de Suède. Ah oui, Voilà, on en a parlé en long, en large, moi et Adrien, Oui. en off comme ça. on a débattu, On s'est- a débattu. Non, on est d'accord sur le fait que c'est un excellent album, ça, y a pas de souci. Mais en fait, mon affect va vraiment, là, je parle à titre personnel, hein, mon affect va vraiment sur Dogman Star parce que je trouve qu'il touche à une beauté absolue. Genre Ouais. vraiment, je suis vraiment très sérieux quand je dis ça. Et surtout, il pousse les potards à fond. C'est-à-dire que vraiment, il y a un aspect orchestration qui est vraiment poussé, qui est jusqu'au boutiste, notamment un morceau que j'adore dans l'album Dogman Star, sorti en 94. C'était, alors, il y a The Life. Mhm. Non, attends, que je dis pas de tac. Non, c'est Still Life, autant pour moi. Oui, Still ok. Life, et qui est vraiment, je trouve, un des meilleurs morceaux du groupe. Et justement, quand je parle d'orchestration, les chœurs vraiment qui interviennent plus ou moins vers la fin du morceau, je trouve ça vraiment très très réussi. Et pourtant, j'aime pas vraiment, je suis pas un fan du côté un peu pataquès qu'on peut trouver dans beaucoup de musique comme ça. Oui, ou alors trop abusé, etc. Trop abusé. Tu vois, alors, enfin, en Mais mode, ça veut faire trop. Ça quoi. veut en faire trop, ça veut pousser un peu les potards à fond. Mais là, je trouve qu'encore une fois, en fait, ils arrivent à trouver un juste équilibre. Et ça qui est assez ouf. Et vraiment, moi, je trouve que ces deux premiers albums, mais vraiment particulièrement à titre personnel, Dogman Star, c'est un des albums les plus réussis. It's all I ever took. Proud by the window, quietly killed for you. Ouais, puis il y avait aussi dans cet album-là, il y avait quand même un truc qui était un morceau que j'ai bien aimé, c'était Héroïne. Oui. Voilà, et qui est bien badant. Ouais, enfin, ouais, tu vois, alors enfin, voilà, en fait, et surtout, il est bien plus long, il est quand même beaucoup mieux arrangé. Enfin, il y a de l'orchestration, etc. Voilà, exactement, ouais. Et il y a toujours aussi, et surtout, Bernard Butler. Et Bernard Butler qui est dedans, ouais. je t'avoue que c'est lui, peut-être que j'apprécie le plus dans le groupe. En tant que guitariste. Ouais, en tant que guitariste, Bah, je en trouve même temps, qu'il a- c'est un peu normal, hein, il donne du corps au groupe. surtout que les compositions, les arrangements et tout, c'est lui qui les fait. Ah, en tout Ouais. cas, c'est lui qui, Ouais, qui je trouve, charbonne. donne sa patte au groupe. Hein. Et puis, en fait, si on doit parler quand même de l'album, ça a été un album qui a été très difficile à faire pour eux, en tout cas pour le groupe.
parce que apparemment, bon bah, Embrouille forcément. Hein, quand embrouille, drogue, t'as- Exact. voilà, la vie de La vie de rock, star. de rocker, quoi, De voilà. la drogue en Angleterre? Non. Oh là De là, la- quelle de la- horreur. De la drogue dans le rock, dans le rock. Impossible. Les Rolling Stones. On va faire Eddie du quartier là. Mais non, il tournait au thé. Hein. Ouais, bien sûr. Bah, après, À quel la type de thé. À la théière. Mais du coup, tu vois, alors, bah, ils se retrouvent à faire l'album. Ça a été très dur pour eux. Mhm. Et c'est quand même Butler qui est parti vers la fin de l'enregistrement, Mhm. etc. Donc, il a quand même fait une très grande partie du projet. C'est vraiment Mais, un bon prince hein, de sa part. Bah, je pense qu'il voulait quand même le sortir. Oui, hein. oui, il voulait sortir. C'est juste Mais, qu'il voulait plus puis à la fin, ils en pouvaient plus. les Oui, deux, normal. et puis, Mais par contre, voilà, quoi. effectivement, le nombre, par exemple, là, on parle c'est le nombre d'artistes effectivement qui claquent la porte avant la fin d'un album, enfin la production d'un album, qui disent OK. Et en fait, les autres se retrouvent à devoir un peu retravailler le truc un peu en deux spi. C'est bon, Prince. Je souligne quand même le truc. Oui. C'est voilà. Ouais, non, bah oui, mais carrément. Et puis. Puis on va voir après pour les deux autres groupes, ça n'a pas toujours été Ah, le les cas. hein. Zozos. Ah ouais, les Zozos, ouais, ça n'a pas été forcément évident pour eux. On est en train de les teaser, mais vraiment comme. Ouais, en fait, ça va être un truc. En fait, notre podcast va devenir un truc de people, quoi. Tu vois, Ouais, genre, ouais. Bon, en même temps, voilà. hein. Non, ouais, c'est bon, c'est des Anglais, on peut se permettre. Oui, bon, de toute façon. Et puis, bah voilà, donc bah, il fallait bien quand même trouver un mec par-delà le marché. Hein. Après avoir sorti Dogman Star, etc., ils ont recruté Richard Hawkes, donc celui qui devait remplacer Butler, donc le Mhm. guitariste, alors que le mec, il avait l'âge de 17 ans. Voilà. C'était Ouais. un petit minot, tu vois, alors qui vient dans un groupe, tu vois, alors quand même assez confirmé et tout. Voilà, tu vois, on met un peu sympa. fanboy, du coup, il arrive et il fait. il Ah, arrive. Ça fait penser un peu au Red Hot Chili Peppers. Ouais, avec. Ouais, tu vois, alors, Frusciante, du ouais, coup, qui est Frusciante, arrivé, ouais. du coup. Voilà, on va pas faire la digression, mais oui, ça me Non, faisait penser à ce mais pareil aussi, du coup. digression, hein, C'est la Voilà. même période, Mhm. ça va. Et donc du coup bah voilà, bon après tu vois alors, la carrière du groupe n'a pas été aussi on va dire prolifique que certains. Mhm. Ça s'est quand même arrêté bon, il y a eu 1996 Coming Up Ouais. qui a eu quand même tu sais genre bon qui n'a pas été le gros banger des ouais. précédents albums mais quand même qui a été marqué par une nomination au Mercury Prize 1997. Et puis après, bah voilà, hein, on n'est plus dans la Britpop On après est plus- et 97. du coup, c'est un peu c'est la fin du groupe. Alors, Mm. c'est assez marrant, j'ai cru comprendre qu'ils s'étaient reformés il y a pas si longtemps en plus. Oui, c'est vrai. Et bah, j'ai pas du tout écouté ce qu'ils ont fait actuellement. Alors, je t'avoue que Coming Up, en fait, je l'ai survolé, je l'ai écouté il y a quelques années en fait, et je l'ai réécouté pour le podcast. Ouais. Mais en fait, j'ai eu un peu la même impression en fait, en vrai, quand je l'écoutais à l'époque. C'est vraiment, alors, c'est pas un album que je trouve fondamentalement mauvais, au contraire, mais il souffre tellement de la comparaison par rapport aux deux premiers que c'est un peu sorti de mon esprit. Moi, je trouve que c'est pas le même niveau. Mais en même Ouais, temps, tu ouais. vois, là, on est sur un autre délire, tu vois, Ouais, un et peu puis plus ouais, pop. on sent aussi le départ de Bernard Butler. Hein. Oui. Ouais, on sent son Ouais, départ et c'est comme ça. Rien, hein. mec, rien qu'au niveau du son, par exemple de la guitare, je trouve que, tu vois, alors la guitare de Hawks, elle est beaucoup trop acide, Ouais, ouais, ouais. agressive, bizarre. Un et peu tout, ouais, stridente, un peu à certains moments, tu vois. tandis que Butler, tu vois, alors tu sentais que c'était une petite fuzz Mhm. avec un petit flanger ou un truc Voilà. comme ça, qui avait, tu sais, genre de la spatialisation. Franchement, c'est pour ça, tu vois. Alors lui, c'est pour ça que j'aime autant ce groupe et surtout période Butler, c'est que les guitares, le son de la guitare, je trouve ça à la fois kitsch et moderne, Ouais, je trouve ouais, ça doux et à la fois acide. Enfin, Mais c'est marqué dans une époque, et c'est en fait ce qui fait le charme aussi, c'est que c'est un truc qui en soi ne vieillit pas en fait à l'oreille, mais qui est quand même marqué de par l'utilisation et de par la manière dont il en joue. Et c'est ça qui Ouais. est intéressant, quoi. bah c'est pour ça. Mhm. Bon, en tout cas, années 93, haute volée, hein, en tout cas, hein, pour un début de la Britpop. Voilà. Donc les journaux, ils commencent à s'affoler, etc. Puis vient Ah, comment ça 1994. He's a 20th century boy with his hands on the rails, trying not to be sick again and holding on for tomorrow. Landed ice cracks on a seamless line. He's hanging on for dear life. Alors du coup, 94, très très bonne année, mais surtout on va parler d'un groupe qui est aussi très intéressant et pour le coup qui est un peu fondateur du mouvement Britpop, Blur. Absolument. Je pense que la plupart des gens connaissent Damon Albarn. Oui. Voilà, Gorillaz. Gorillaz. Bah ouais, et en c'est fait, c'est assez marrant parce que je pense que la plupart des gens de notre génération connaissent Damon Albarn grâce à Gorillaz. Peut-être plus maintenant, ouais. Oui, je pense Oui. que Blur, ça part plus beaucoup à... En tout cas, notre génération. Oui, oui, oui. Même nous, enfin, moi, je suis né en 98, donc voilà. Oui, oui, c'était un peu compliqué effectivement de connaître Blur. Ouais, voilà, tu vois, alors limite, je Mm. connaissais, comme tu dis, Damon Albarn, etc.
Voilà. Enfin, bref, bon, en tout cas, avant Damon Albarn et Gorillaz, il y avait quand même Blur. Il y avait Voilà. Blur. Alors Blur, c'est assez intéressant parce que du coup, ils vont commencer leur carrière en 91. On parlait de 94, mais en fait, il faut Ouais. remonter un peu en 91. Alors, ils ont quand même formé leur groupe en 89. 89, À Londres ouais. aussi. Ils ont formé leur groupe en 89. Et en fait, c'est un peu comme Suède, ils ont commencé à faire un album bien plus tard, quoi, entre guillemets. Mhm. Et en fait, justement, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en 91 sort leur premier album, à savoir Leisure. Qui est pas terrible. Qui est pas... Alors en off, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'en off, hein, Clément était beaucoup plus véhément. Cet album est nul à Bah, chier. Alors, par contre, je te suis dans le délire, mec. Hein. Bah oui. Et en fait, putain. il y a une troisième personne qui te suit aussi, c'est que je trouve que c'est un album qui est pas loin d'être médiocre, sans vouloir être... Alors, c'est comme j'avais dit à Clément, je sens que c'est soit un album qu'ils voulaient pas faire, Mhm. et qu'ils l'ont fait, tu vois, alors, parce qu'ils devaient être en contrat avec Food Records, etc. Ils leur disaient, bon, allez, poussez un peu le bouchon, les gars. Mm. Ou soit ils savaient vraiment pas quoi faire. Enfin, ils étaient là en mode, c'est un mélange de shoegaze, de pop, surtout avec le morceau There's No Other Way, Ouais. tu vois, qui a été le lead single, tu vois, genre de cet Mhm. album-là. Et t'es là, t'es en mode, même ce morceau-là, il me saoule. Ouais, Enfin, rien ne va. Moi, j'ai vraiment pas aimé cet Et album. l'album m'a saoulé quand Ouais, même. l'album est vraiment pas Oui. ouf. Et le pire, c'est que la presse s'est rendu compte un peu, j'allais dire la supercherie, mais en fait, la presse a été assez sévère aussi avec la sortie de ce premier album. Bah, logique, hein. Pas forcément très engagé. Et c'est un départ un peu compliqué pour Damon Albarn et son groupe, mais ils vont quand même réussir à rebondir quelques années après. Ouais, bah alors quand même, on peut quand même revenir un peu avant quand même sur le groupe. Hein. Mhm. C'est en mode avant de s'appeler Blur, ça s'appelait Seymour. Voilà. Tu vois, alors bon, ça c'était à Londres en 89. Ils sont tout jeunes, ils sont à l'école, ils sont à l'école, ils sont à l'université, etc. Bon, en gros, ils vivent leur meilleure vie. Hein. Donc le groupe, il est composé quand même de Damon Albarn, hein, bien sûr, de Graham Coxon, le guitariste, du bassiste Alex James et du batteur Dave Rowntree. Voilà, Rowntree. vraiment le nom à Rowntree. l'anglaise, quoi. Ah ouais, je te jure, lui, il aurait dû être duc. Ouais, c'est ça. Et, En mode Downton Abbey, tu ah bah, je te jure, le duc de Rowntree. Mais en tout cas, bon, le groupe, c'est vrai qu'on parlait d'un peu de showgaze quand on parlait de Leisure, Ouais. mais c'était un groupe quand même à la base showgaze. Et ils Ouais. se sont produits, tu vois, étiquette. En tout cas, sur Showgaze. scène, ils jouaient beaucoup ce style-là. Ce qui est pas étonnant parce qu'il y a une bonne partie de la scène showgaze qui vient d'Angleterre aussi. Absolument. Mhm. Bah, le Voilà. Manchester, etc. Alors, c'est encore un autre truc, oui. petit peu différent, mais il y a en fait une partie de la scène showgaze qui vient d'Angleterre avec des groupes effectivement qui étaient quand même issus de ce pays-là, quoi. Ouais. Là en tête, j'ai pas un groupe connu de showgaze et tout, finalement j'en ai pas de tête là, je sais pas si J'avoue que c'est pas mon style de c'est pas un prédilection. style effectivement, mais en fait je sais que de tête il y en a quelques-uns qui sont assez cool aussi. En fait Ouais. d'où l'inspiration de Blur pour son premier album. Ouais. Bah, on peut qu'on y en aura un groupe Voilà, qui va popper un peu après. après, voilà. Mais est-ce que les gars, vous savez pourquoi le groupe s'appelle Blur? Eh ben, je serais pas contre un peu éclairer ma lanterne. Non. Eh ben écoutez, Enfin, je l'ai su, mais je. tu l'as su, bah tu vas le Mais ressavoir. je vais le ressavoir. Bah en gros, bon, t'as un nouveau groupe, ça s'appelle Seymour, etc. C'est un groupe qui marche bien quand même. C'est dans le sens où en fait ils ont leur public, etc. à Londres, et ils se font remarquer par Andy Ross, qui du coup gère un label. Et ce label c'est Food Records. Le truc c'est que Andy, tu vois, alors il voit bien que le groupe, il y a un potentiel, tu vois, genre Damon Albarn, beau gosse, il sait bien chanter, Graham Coxon, il sait bien jouer, machin, bref. Mais le truc c'est qu'il aime pas du tout Seymour. C'est en mode, il trouve que c'est un nom claqué au sol. Et limite, tu vois, alors pour signer le contrat définitivement avec Blur, enfin avec Seymour, il dit à Damon, vas-y, change-moi de nom, parce que Seymour, ça va pas passer, tu vois. Ok, donc c'est un peu l'ultimatum quoi. Oui, bah, ou alors c'est un peu le truc en mode, bon, bah je veux bien te suivre, mais par contre, change-moi de nom, quoi. Et du coup, tu vois, alors Damon Albarn a quand même eu une intuition assez intéressante, c'est qu'il a pensé à Blur, donc ça veut dire flou en anglais. Et le truc, c'est que Andy, en entendant ça, il s'est dit, ok, c'est cool, ça fait un peu arty, tu vois, alors. Mais sans délaisser, tu sais, genre les personnes qui pourraient voir ça comme étant un peu... En fait, c'est à la fois pas trop pédant, et c'est pas trop, tu sais, genre populaire, tu vois ce que je veux Il y dire. a un entre-deux quoi. C'est un entre-deux, c'est Ok. ça, tu vois, alors. Donc, du coup, Blur, ils ont sorti 91 Leisure, mais ce fut un flop quand même. Ouais. Bah, un flop commercial, un flop au niveau de la presse et de les critiques. Et des concerts aussi. Et des hein. concerts aussi. Et en fait, Le on va flou revenir. musical. Ouais, Ah oui. carrément. Oula. Monsieur se réveille, voilà. Moi, je vais sur Sens Critique. Et on va avoir ça un peu après, même en termes de tournée pour la promotion de leur album. Blur, c'est une grande, c'est vraiment des histoires très compliquées aussi. Hein. Ça a été une catastrophe. Une catastrophe, on peut le dire. Hein. Genre les mecs, ils étaient endettés jusqu'à l'os. Ah oui, oui. Et mais d'ailleurs, là, ça va ouais. faire un peu l'origin story de leur second album aussi. Et c'est Ouais. ça qui est intéressant, ouais. Parce qu'en 93, c'est la sortie de leur deuxième album, donc Modern Life is Rubbish. Mhm.
qui s'inscrit lui en fait vraiment pour le coup premier degré dans le mouvement Britpop qui est considéré comme faisant partie de cette mouvance-là. Et en fait cet album il a vraiment une histoire vraiment très particulière et très intéressante aussi. Absolument, ouais. Alors déjà on va commencer, ils vont s'éloigner de leur standard un peu shoegaze pour vraiment embrasser quelque chose, une sonorité beaucoup plus proche de ce qu'on connaît du groupe, vraiment à travers les albums qui vont sortir à travers le temps. Et donc déjà ça va leur permettre un peu d'étendre leur public aussi. Donc ils vont commencer finalement à vraiment donner plus de concerts, etc. Renouveler une fanbase beaucoup plus attentive à leur production. Donc ça va commencer à les remotiver justement, finalement à les mettre un peu sur un pied, pas un piédestal, mais en tout cas à les remotiver un peu. Et puis surtout Modern Life is Rubbish, c'est quand même aussi des nouveaux singles. Exactement. For Tomorrow, par exemple, tu vois, alors et Blue Jeans, qui quand même auront, tu vois, leur petit succès. Et aussi Chemical World, qui ira quand même jusqu'aux États-Unis, tu vois, leur mode en lead single, tu vois. Enfin, en tout cas, ils auront tenté, tu vois, dans les États-Unis. Mais par contre, les États-Unis, c'était un flop. Même pour cet album-là, c'était un flop en termes de tournée. Ça a été très compliqué. Très compliqué. Ouais. Déjà, il faut savoir qu'ils étaient endettés, mais endettés comme pas possible. C'est ça, 60 000 livres, un truc comme ça. Effectivement, vis-à-vis de leur producteur. Et en fait, il y avait un truc où justement les États-Unis, en fait, c'est l'idée de leur producteur leur a soufflé un peu dans l'oreille pour faire une tournée aux États-Unis, histoire de faire un peu la promotion pour leur groupe. Et en fait, il faut savoir que Damon Albarn, quand il a produit le Modern Life is Rubbish, il y avait à la fois donc musicalement cette ambition de sortir du shoegaze et d'embrasser un truc plus Britpop, mais il y avait aussi en termes de, la conception de l'album était pensée comme revenir à des fondamentaux en termes d'imagerie, de la nostalgie anglaise. Et en fait, il a une critique américaine. De quoi ? Il y a une critique américaine. Il y a une critique mais très véhémente en fait par rapport à l'esprit américain. Et justement, c'est déjà le moment où en fait le rock américain, donc à savoir le grunge, etc., commence à cartonner même au-delà des frontières. Et en fait, Damon Albarn, il méprise ça au possible, genre vraiment plus que tout. Et en fait, ça a été très compliqué cette tournée-là parce qu'il se retrouvait à vraiment devoir l'assumer, alors qu'il n'avait pas spécialement envie de la faire parce que c'était l'idée qui était soufflée par son producteur pour commencer à faire parler du groupe en dehors des frontières de l'Angleterre. Et ça a été assez compliqué parce qu'ils n'ont pas rempli tant de salles que ça. Le public américain n'était pas vraiment au rendez-vous. Pas du tout réticent. Et en fait, justement, c'est à la fois ce qui fait la force de cet album, mais paradoxalement, ce qui a fait qu'il a eu du mal à s'exporter, c'est qu'il est très très anglais. Je pense que vraiment, dans l'ensemble de ce qui fait la Britpop, c'est un des albums les plus anglais, tu vois, qu'on peut faire. La suite sera d'autant plus étonnante. Mais c'est vrai qu'on a oublié aussi un truc, c'est que justement, par réaction à Leisure, ils ont quand même sorti en single, pour, on va dire, retâter le terrain, en 92, aussi Pop Scene. Oui. Ouais, et ça, c'est important parce que ça marque aussi le virage, tu vois, lors de Blur, vers un son, tu vois, alors un peu plus brut, mais avec beaucoup plus un style british, si tu vois ce que je veux dire. Clairement. Et aussi un truc intéressant, et qui, en fait, on va dire... appuie encore plus sur la corde sensible de Blur vis-à-vis des États-Unis, c'est le label qui gère tous les disques aux États-Unis, SBK Records. C'est Butch Vig qui gère le label. Qui voulait, et qui voulait reprendre un peu, tu sais, genre le truc en disant tu sais, genre Nirvana, ça vient partir. Voilà, c'est super bien. Et en fait, Damon Albarn, il a pété un câble. En sueur, déjà, effectivement, il a dit, mais qu'est-ce que tu me parles de ça ? C'est ma némésis, en fait. Ah non, mais il était là, mais qu'est-ce que tu me baragouines, là, tu vois, alors... non, Et en fait, il a repris ça en main, il a dit, écoute, mec, je vais faire mon truc. Juste, tais-toi de côté. Et en fait, c'est un peu ce qui fait la force aussi, c'est qu'il a assumé son truc, en fait, jusqu'au bout. Et en fait, il a quand même gardé son... De quoi ? Pas la pochette d'album. Non, pas la pochette. Pas la pochette. Oui, on va revenir à la pochette, mais c'est vrai qu'à la base, tu vois, alors SBK Records voulait quand même, tu sais, genre foutre Butch Vig, tu vois, alors pour, on va dire, donner un son qui avait bien marché, tu vois, alors voulait faire comme Kurt Cobain, en mode Nirvana, même son, etc. Un peu un son grungy, façon un peu, Alice in Chains, mais un peu, dans ce délire-là, tu vois. Surtout que c'est Nevermind. Et les bails comme ça, quoi. Surtout Nevermind. Nevermind, effectivement, quoi. Mais en fait, si on doit revenir aux États-Unis avec SBK, et qui enfoncera encore plus le clou, tu vois, genre dans... le désamour qu'a Damon Albarn et tout le groupe en fait vis-à-vis des États-Unis, c'est que en fait pour le single Chemical World, tu vois, alors la DA de Modern Life is Rubbish, c'est, tu vois, genre un peu revenir un peu, tu sais, genre dans un truc traditionnel anglais, donc on voit la pochette d'album avec, tu sais, genre un train à vapeur, machin, pas dans un style un peu anglais, années 20, en fait le genre de tableau que tu pouvais retrouver dans les salons britanniques, tu vois, alors dans l'esprit et tout. Et en fait, les Américains disaient, en fait c'est de la merde, on va pas pouvoir vendre ça, donc ils ont décidé avec le single, tu vois, alors donc avec le morceau Chemical World. C'était pas à la base Britain versus America ? De quoi ? Non, un petit non, il y avait il me semble effectivement du coup qu'il y avait un morceau qui était l'album était censé s'appeler Britain versus America justement. Oui, mais ils ont pas finalement c'est idée de merde finalement, ça serait oui, ça aurait été très compliqué à exporter du coup. Et du coup, en fait pour le single Chemical World, la pochette d'album, c'était tout simplement une belle Ferrari
Voilà. Et un cheval blanc, ouais. À New York. Ouais, à New York, à Brooklyn et tout. Ouais. Genre, je te jure, le mauvais goût, tu vois. Alors, je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça, mais ils l'ont fait quand même, voilà. Tu vois, alors, Mais ils se c'est sont quoi dit. Et je trouve qu'il y a un délire, même dans la façon dont qu'ils ont construit l'album au niveau des textes ou ce qu'ils ont voulu raconter vis-à-vis de la pochette, il y a un côté Breakfast in America de Supertramp. J'ai trouvé ça léger dans ce cas-là. Hein. Non, mais il y a un côté aussi où ça ressemble vite fait, tu vois, en mode c'est les Anglais qui veulent critiquer la culture américaine, sauf que Supertramp, ils l'ont fait, genre ça a été bien reçu et tout. Mhm. Et là, Blur, ils sont venus un peu genre en mode nous on est des petits cons, on veut critiquer, mais en fait on critique pas très bien. Du coup, le producteur, il a dit faites pas ça. Ouais. Enfin, Bah. et je trouve qu'il y a un peu un truc qui peut s'y rapprocher, tu vois, en mode. Oui, dans l'esprit, en tout dans cas, l'esprit, tu vois, oui, dans oui, l'esprit. oui. Pas musicalement ou quoi, mais dans l'esprit, quoi. Bah, en tout cas, ils en avaient ouvert les États-Unis, de toute façon. Ça, c'est un peu l'album du Somme, de toute façon, Un Modern peu, Life is Rubbish. Un Mais peu. bon, tout ne tombe pas autour de cet album, Dieu merci. Mhm. Parce que, bon, en vrai, je l'aime bien, mais c'est pas non plus ce qui va suivre après, qui sera un véritable banger. N'est-ce Bah pas après, en soi, avant de passer aux albums suivants, c'est vrai qu'il faut quand même dire que c'était quand même alors je veux dire aux États-Unis, lapsus, en Angleterre, c'était quand même un petit carton cet album. Ah oui, oui. Ouais, donc déjà finalement, il atteint le top 15 des charts britanniques. Déjà, ils ont pu se rembourser. Ils ont pu rembourser effectivement la dette astronomique qu'ils avaient finalement vis-à-vis de leurs producteurs anglais. Et donc c'est quand même un petit succès commercial qui va un peu les rassurer et leur permettre effectivement de se lancer un peu sur la production des albums suivants. Et bah, du coup, le prochain, c'est justement notre année 94, où Mhm. ça va être l'album le plus vendu de cette année-là, Park Life. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John's got brewer's fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love Et du a coup, bit bah, of Park Life, il sort en avril 94, hein, et avec le single, alors, le single peut-être le plus connu de Blur, c'est quand même Girl and Boys. Girls and Boys. Hein. Mhm. Ouais, quand même, les gars. C'est une super chanson pour faire la chenille. Ah ouais? Tu trouves Ouais, ah, de fou. Ok. Le nombre de chenilles que j'ai déjà fait sur cette chanson. Eh ben, je crois que c'est un très bon concept. Ouais, Alors, faire la chenille. Mais en fait, elle est interminable et c'est un peu comme ça redémarre. Tu vois et du coup, ça marche très bien, c'est entraînant et tout. ouais, en tout cas, moi, c'est entraînant. Je m'écoute ça. Essayez de faire la chenille sur Girls and Boys de Bah, il Blur. faut essayer. Bah, écoutez, faites-le. Envoyez-nous un commentaire si c'est valable ou pas. Ouais, si c'est faisable, du coup la chenille sur Oh, bah, Girls and Boys. Tout est faisable, hein. Bon, à part peut-être sur certains morceaux. Oui. Voilà, tu vois. Bon, c'est pas dans tous les contextes non plus. Mais quand même, bon, bah là, c'est Park Life, sorti en 94, du coup, c'est quand même un peu leur premier succès commercial, vraiment. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent quand même 4e des charts anglais et 5e du classement des charts américains. C'est pas mal. Bah, Et c'est en fait, énorme, d'ailleurs, donc, l'album remporte le titre du meilleur album donc en 95 durant les Brit Awards. Ouais. Ouais. Bah, du coup, consécration pour Voilà. ce groupe-là, tu vois, alors avec le single Park Life, Park Life, ouais. avec Girls and Boys, Mhm. et puis plein de petits morceaux sympas. Ouais, En ouais, vrai, très c'est- cool. Alors, Et là, je trouve que c'est très Kings dans, ouais, dans ouais, le c'est, délire. et c'est la réflexion que je m'étais faite en l'écoutant, c'est qu'en fait on renoue avec cette espèce d'identité un peu modeste, si je peux dire, en fait un peu cette idée à la Kings. Mhm. Et en fait c'est un peu ce qui fait le charme de cet album aussi, quoi. C'est Oui. de la musique simple. Il y a un côté c'est pas- rétro un peu comme ça finalement qui est assez bien, qui est plutôt moins assumé, mais pour le coup qui est réussi. Là où je trouve qu'effectivement on pouvait encore trouver un peu à redire sur Modern Life is Rubbish, je trouve que Park Life est un peu plus abouti en fait en vrai vis-à-vis de ça. tu Ah vois. oui, de fou. Ouais. Et même au niveau des textes, hein, je Ouais, trouve ouais. que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus approfondi dans Ouais. l'analyse, tu vois, alors même de la société britannique. Britannique, etc. bah, il capte un peu l'atmosphère ambiante justement des Britanniques à l'époque. En Ouais. fait, et je trouve que Damon Albarn, on peut lui faire des reproches, mais en termes de texte, en fait, en vrai, c'est vraiment celui qui aboutit, enfin qui fait le truc le plus abouti, tu vois. Et qui a le plus d'intuition. Ouais, voilà. En tout cas, tu vois, alors dans ce que j'ai pu comprendre et lire, tu vois, alors je trouvais que c'était vraiment Mhm. intéressant. Et même au niveau des arrangements, là, on est vraiment dans le côté très soigné, tu vois, alors très typique. Mhm. On est quand même sur un album qui est frais. Enfin, moi, j'aime bien écouter cet album. En vrai, j'ai pris du plaisir à l'écouter, genre de bout en bout. Et on parlait justement donc dans Park Life des innovations un petit peu, des prises de risques aussi justement musicalement parlant. En fait, je trouve il y a vraiment ce truc où c'est très abouti. Il y a des trucs aussi que je trouve très cool, notamment le morceau Clover Over and Over. Ok. Et il y a notamment finalement un clavecin. Donc en termes d'instruments assez atypiques utilisés finalement dans ces bails-là, c'est quand même assez rare d'en entendre. Ouais. Et c'est un peu le symbole un peu de Blur, c'est qu'on est vraiment sur un groupe qui va tenter d'innover musicalement à chaque fois.
Et surtout retourner à des sources À des sources, britanniques, ouais. tu vois, alors la British Invasion. Mhm. Là, Mais en fait, ils littéralement, arrivent à allier cette identité-là, et je trouve que c'est assez bien réussi quand même. Même si on est un peu critique, c'est quand même assez bien réussi. Oui, c'est ça. En fait, c'est le retour, tu sais, genre à la culture anglaise, à la pop anglaise, tu vois, le retour des Kings, des Beatles, des Stones, etc. Donc, là, c'est une grosse affirmation, tu vois, alors de l'identité anglaise. Encore plus, tu vois, alors que déjà avec Modern Life is Rubbish, c'était quand même, tu vois, alors pas mal dedans. Là, Park Life, c'est la continuité logique, en fait. Tu vois, alors je dis pas que ça pousse les curseurs encore plus à fond, mais je trouve que ça va quand même, tu vois, alors toujours dans ce sens-là, dans cette identité-là, et ça se perfectionne en réalité, tu vois, alors je trouve. Et puis on peut parler aussi, tu vois, alors, ce qui va sortir vite fait quand même après, hein, The Great Escape en 95, voilà, qui est plutôt intéressant, tu vois, alors qui est en fait un album qui est à la fois un peu désavoué par le groupe, qui est à la fois en même temps apprécié, tu vois, alors c'est un peu l'album de la recette elle est bonne, mais finalement on n'en est pas non plus satisfait. Voilà. Et du coup The Great Escape est en plus face à un groupe qu'on va parler juste après. Voilà. Parce que 95 c'est aussi la sortie d'un autre album, d'un autre groupe. On va rentrer dans les détails un peu après, mais oui, Blur n'était pas tout seul. Ah bah non, clairement pas. Et le truc c'est qu'on a touché un monde de l'athlète quoi. Donc voilà, mais en tout cas c'est un album qui a été quand même désavoué, hein, The Great Escape, en disant que c'était avec Leisure le pire album selon Damon Albarn. Ah oui, ils sont sévères quand même. Hein. Il a été très sévère. Et en même temps, ça a été un album bizarrement marketé, c'est-à-dire que c'était un album concept sur l'isolement et la solitude, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Enfin, c'est deux choses pareilles finalement. Oui. Et donc du coup, voilà, et ils se sont retrouvés un peu en mode, on a fait un bon album. Enfin, l'album il est bien, moi je l'ai écouté. Il y a Country House qui est vraiment un petit single qui est vraiment sympa, tu vois, alors on sent qu'ils peaufinent encore plus leurs recettes et tout, mais effectivement, tu vois, alors face au mastodonte qui allait venir après, pendant, et on va dire la véritable guerre de la Britpop, ils pouvaient rien faire les frérots. Hein. Eh oui, là on va toucher finalement au groupe que la plupart des gens connaissent, hein. Je pense que d'instinct vous savez vous savez de quel groupe on est en train de parler. On parle du monstre. 1995. Let's go. Et d'un groupe monumental que la plupart des gens connaissent, dont vous deux quand même aussi, hein, on parle d'un monument, hein, les mastodontes, Oasis. Oasis. Et pour du coup contextualiser un petit peu le groupe, faut revenir aux origines parce que c'est super intéressant aussi. Alors le groupe Oasis est formé bien évidemment des deux frères Gallagher, donc à savoir Noel et Liam Gallagher. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en gros ils sont fils d'ouvriers irlandais. Donc, qui ont habité à Manchester, donc qui est un quartier qui est quand même majoritairement ouvrier et prolétaire. Oui, ils étaient dans des HLM quoi. Dans des HLM, et en fait en vrai c'est majoritairement Manchester qui est une ville qui travaillait en gros le coton. Dans le surnom d'ailleurs de Manchester à l'époque c'était Cottonville. Et donc c'est une des villes qui a d'ailleurs subi de plein fouet donc les politiques, on parlait un petit peu en amont dans le podcast des politiques d'austérité de Margaret Thatcher. Manchester est l'exemple typique de cette ville qui a subi en fait en vrai ces politiques là. Et donc dans ce contexte donc économique et social un peu compliqué sont nés les frères Gallagher. Donc ils sont les enfants de Thomas et Peggy Gallagher et ils ont un frère aîné du nom de Paul. Et en fait, les deux s'intéressent quand même relativement tôt à la musique, mais pas forcément de la même manière. Alors Noel Gallagher, c'est un gars finalement du coup qui est très mélomane, et en fait il va faire en gros, il traîne souvent voir des concerts, etc. Et il va se retrouver donc assez rapidement donc à traîner avec en gros le groupe Inspiral Carpet. Tu vas avoir beaucoup d'influence. Effectivement du coup. Même pour le nom d'Oasis. Pour le nom d'Oasis. Alors on va y venir un peu plus tard. Et en fait il va sympathiser avec le guitariste Graham Lambert. Et en fait ce qui est assez particulier c'est qu'à la base il a postulé donc pour jouer dans le groupe, mais le groupe lui a dit non, écoute on a quand même de quoi faire niveau musicien, mais t'es tellement un poteau qu'en fait tu vas devenir notre producteur. Pas producteur. Rodiz, oui. Il est Rodiz. Oui, pour
Inspiral Carpet, oui. Il avait pas. Pas encore, mais attends, on va y venir, tu vois, parce qu'il aura un rôle de producteur voilà, un peu plus tard. Un peu plus tard, enfin pote avec les mecs, mais pas au point de devenir producteur. En tout cas, il va devenir roadies. Il va donc faire le tour du monde avec Inspiral Carpet. Ouais, qui est quand même un petit CV sympa, tu vois. Ouais, alors, CV sympa. Alors, en plus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'Inspiral Carpet, on va y venir aussi vite fait, c'est qu'en fait, c'est un groupe qui est issu de la mouvance Manchester qui a précédé un peu la Britpop, donc avec notamment les Stone Roses aussi, qui est un groupe assez phare, qui a beaucoup inspiré et beaucoup influencé Oasis. Et en fait, donc, Noel Gallagher va faire le tour du monde avec eux. Et il va comme ça finalement les accompagner à travers le monde, faire leur bail, etc. Et en fait, paradoxalement ça, Liam Gallagher va s'intéresser un peu plus tardivement à la musique et il va former un groupe qui va s'appeler The Rain. Ouais, mais tout ça inspiré quand même. Enfin, il s'était pris la révélation en pleine tronche lors d'un concert des Stone Roses. Exactement. C'est là où il a voulu devenir quand même chanteur, le petit Liam. Exactement. Liam Gallagher qui était inspiré à fond par Stone Roses, qui l'a vraiment poussé à devenir chanteur. Ouais. Et ce qui est assez particulier, c'est que du coup, il va former The Rain donc avec donc d'autres musiciens. Donc les musiciens finalement du coup qui sont les mêmes que Oasis. Ouais. Donc à savoir Paul Gugsy McGuigan. Yeah. Bah, attends, c'est McGuigan, c'est Giggsy. T'as Paul Artus, c'est Bonehead. Exactement. Et t'as Tony McCarroll à la batterie. Exactement. Voilà. Et alors, donc il va se retrouver, Noel Gallagher va se retrouver à avoir un appel du coup de son frère Liam Gallagher qui va lui demander d'assister à un de leurs concerts. Et donc Noel Gallagher en fait va être séduit par le groupe de son frère qui à la base s'appelait The Rain, hein, c'était pas du tout Oasis. Ouais. Et Oasis ça viendra un peu plus tard, donc avec une suggestion de Liam Gallagher qui voulait renommer le groupe Oasis. Ouais. Et donc il va se retrouver à assister à ce concert-là, il va être séduit. Il va se dire ok bon les gars, moi je suis chaud vous suivre, mais je veux être le compositeur. Il va poser un peu ses balls, il va dire ok les gars, maintenant je veux être carré dans la composition, je veux être le mec qui va faire la musique. Et là maintenant ça va vraiment se lancer. Vraiment, c'était le grand frère, hein. C'était en mode il le faisait pour son team et il avait fini par avoir 3 autres petits frères entre guillemets quoi. Exactement, mais surtout qu'en fait Noel Gallagher c'est un mec qui a l'ambition, voulait vraiment lancer ce groupe-là quoi. Oui. On est vraiment sur le gars qui voulait vraiment lancer le truc à fond, il y croyait vraiment à ce projet. Donc le groupe va se renommer Oasis. Et donc c'est que là, la carrière va se lancer. Et puis en fait, surtout, le truc marquant, ça va être aussi la signature avec Alan McGee de Creation Records. Donc voilà, ils se sont rencontrés dans un moment donné. Et du coup, Alan McGee propose, parce que satisfait quand même du groupe Oasis, il leur dit, bon bah allez, let's go, je veux bien vous signer dans mon label. Il a été convaincu du coup parce qu'il y avait une démo qu'ils avaient enregistrée, Live Demonstration en 93. Ouais. Et en fait c'est vraiment ça qui a permis en fait, au groupe de commencer à faire sa promotion à Alan McGee justement. Avec Alan McGee. Qui d'ailleurs directement en 94 enverra en studio etc. pour enregistrer Supersonic et on va dire tout le début de Definitely Maybe. Voilà tu vois alors donc et en vrai le groupe connaît déjà une ferveur assez rapidement hein, tu vois alors avec Shaker Maker quand même. Shaker Maker et Live Forever. Live Forever et surtout il y a un autre single qui est très connu qui va être repris justement sur l'album qui va suivre Supersonic. Ouais c'est ça ouais. Ouais en 94. Qui va devenir le fer de lance quand même de ce groupe là. En tout cas le gros banger. Exactement. Il y avait Lars Ulrich qui avait dit que c'était la chanson au monde qu'il aurait aimé composer lui-même. C'est vrai ouais, sans déconner, je suis d'accord avec lui. Voilà. Carrément, putain. T'as les mecs de Metallica qui disent ça, quoi. Alors que c'est quand même les mecs assez avares en matière de compliments. Bah ouais, bon après, tu vois, alors quand tu vois la batterie de Tony McCarroll, tu te dis oui, c'est au niveau. Oui, c'est au niveau, là. C'est au niveau de Lars Ulrich, non, en mauvaise langue, putain. Petite pique, hein, mais bon, tous les musiciens Metallica sont pas forcément tous au niveau non plus, hein. J'ai lâché la petite pique. Ça va. Et James Hetfield. Ouais, vas-y, on parle pas de ça, là. On parle pas de ça, c'est bon. C'est une guerre de chapelle qui aura lieu bien plus tard, quoi. Oui, si on parle de Metallica, tu vois. On en fera un épisode sur Metallica. Putain, sur Lars Ulrich. Oh, le pot, il va se faire défoncer, tu vois. Alors qu'on sait même pas jouer de la batterie, tu vois. Alors, du coup, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, Oasis va quand même connaître plus ou moins les mêmes emmerdes que Suède et Blur avant eux, entre guillemets, à savoir la difficulté de trouver un label américain pour exploiter leur musique. Et ça, c'est vraiment, je trouve, assez typique de ces groupes anglais de l'époque où tu as une forme de malédiction, où c'est vraiment un son tellement typique, tellement en fait en vrai propre à ce qu'ils font en fait en Angleterre, mais qui marche pas aux États-Unis. Il a quand même beaucoup mieux marché aux États-Unis. Hein, mais parce qu'ils étaient quand même très inspirés grunge. Tu vois, genre, il y avait quand même des... Si, franchement. C'est vrai. Mais vraiment sur leur tout premier son, tu vois. Et après, ce qu'ils vont changer un peu quand même drastiquement sur les albums qui vont suivre. Mais ils sont quand même restés... Enfin, en tout cas, Definitely Maybe, je trouve que, tu vois, alors c'est le compromis parfait, tu sais, genre, entre, genre, le style britannique et le style, justement, américain, avec le grunge, avec, tu sais, genre, des compositions, des guitares, tu vois, alors bien puissant, etc. Bien saturé. Donc, comme ça, ouais. Franchement, ils avaient connu quand même un succès, enfin, en tout cas,
leur concert aux États-Unis, leur tournée Ça marche. a été moins pénible, Moins largement moins. catastrophique, ouais. Bon, après, ça a été pénible parce que les frères Gallagher, chiants, quoi, ouais. bah, Mais il y en a un qui est quand même, Noël, il a même quitté le groupe, tu vois. à un alors, moment, enfin, pour en gros faire une petite pause un peu comme ça avant de revenir un Ouais. peu plus tard parce qu'il en pouvait plus, quoi. Mais il y a une histoire que je trouve assez folle, en fait, c'est que Oasis, en fait, a vraiment marché de fou au Japon, par exemple. Oui. Et en fait, le public japonais a été beaucoup plus fervent, beaucoup plus rapidement par rapport au public américain, tu vois. Ouais. Et c'est un truc que je trouve assez ouf de me dire que c'est le Japon qui était beaucoup plus engagé au début, tu vois, en mode putain, mec, c'est ouf, tu vois. Et tu te demandes comment des fois il y a des trucs qui s'exportent, tu sais pas pourquoi. Ouais, c'est Et ça, c'est pourquoi un peu- ça. Et les gars, de toute façon, le Japon, si t'as le Japon dans la poche, généralement, tu vois, quand t'as un groupe international, c'est que tout va bien. Ouais. Regarde les meilleurs concerts, Deep Purple, etc. Made tu in vois, Japan. Made in Ouais. Japan. Tu regardes les Beatles, comment ils étaient accueillis au Japon. Ouais. Tu regardes Oasis, bah voilà, c'est des groupes qui sont devenus internationaux en Asie, tu vois, alors Ouais. parce que hype japonaise, tu vois. Mm. Mais bon, quand même, c'est bien d'avoir une hype. Mais il faut Mais- quand même sortir un projet, Un bon projet. Dieu. Et ben après le succès justement du coup de Supersonic, ouais, qui a atteint quand même franchement la 31e place dans les charts britanniques, Ouais, qui est assez ouf. Ils vont sortir enfin en août 94 leur premier album Definitely Maybe absolument. et qui va vraiment les propulser sur le devant de la scène. Ouais. Par contre, on peut parler quand même de la conception de l'album. Exactement. Parce que, mon Qui Dieu, était catastrophique. c'est un calvaire. Calvaire, enfin je dirais catastrophique, bon on va dire que c'était vraiment très très compliqué Ah quoi. si, bah attends, par exemple, tu vois, alors, on commence déjà par le commencement. Leur studio, tu vois, genre. Pays de Galles. Ouais, exactement, En au Pays de Galles. 93, ouais. Genre, chaque enregistrement coûtait. Chaque journée coûtait 800 livres. Et en fait, voilà, bon, le producteur à la base de cet album, c'était Dave Batchelor. Bachelor, ouais. Donc, c'était une connaissance, tu vois, lors de Mhm. Noël. Et en fait, il s'est dit, bah tiens, je le connais, Mhm. hop, c'est producteur, vas-y, on l'emmène. Sauf que Noël était pas du tout satisfait du coup de son travail et des sons qui étaient produits. Absolument. Il a fini par le renvoyer juste après. Bah ouais, ça a quand même mis du temps parce qu'il Mhm. était là en mode, ah, quand même. Un peu une hésitation, un peu Ouais, comme ça. ouais, et le truc c'est que pendant que lui travaillait, Dave, tu vois, alors il était là en mode ah, il faut que j'appelle un autre producteur pour, Mhm. on va dire, éviter Ouais, les pots cassés, tu vois, alors, l'accident etc. industriel. Mais surtout, faut quand même préciser aussi que l'endroit où ils enregistraient était pas forcément optimal parce qu'il y avait beaucoup de soucis sur le plan acoustique. C'était Mono Valley. Et en fait, ils ont Ouais. changé beaucoup de studios. En fait, c'est un peu ce qui a compliqué aussi la production de l'album, c'est qu'en fait, ils ont quand même switché entre différents studios pour finir l'album. Mm. Ce qui a été très compliqué aussi. Et surtout que c'est Noël qui a voulu aussi reprendre, il a voulu être producteur, mais le problème c'est qu'il n'était pas non plus producteur. Enfin, Mhm. disons qu'il était là en mode, bon, il essaye de rafistoler, mais en fait, ils y arrivent pas. Enfin, là, ils mettent des semaines et des semaines. Mhm. Jusqu'à ce que, bah, à un moment donné, ils aient plus de thunes pour les enregistrements. Et donc, Mhm. ils se retrouvent avec des bandes magnétiques. Ils savent même plus quoi en foutre et tout. Et vient justement, bah, la rescousse, le fameux Owen Morris. Bah ouais. Et il est appelé par Marcus Russell, du coup, qui était un ami de Noel Gallagher à l'époque, justement parce qu'il était vraiment très flippé à l'idée que l'album soit une catastrophe et parce qu'il avait vraiment très peur en fait, il aboutisse pas. Ouais. Et en fait, Owen Morris arrive et c'est vraiment lui qui va sauver, entre guillemets, l'album, en tout cas sa production, et qui va faire en fait ce que l'album est maintenant, enfin ce qu'il est aux yeux des j'allais dire aux yeux, à l'oreille des auditeurs. Ouais, bah. Voilà, aux yeux. C'est vraiment lui qui va lancer ce truc-là. Ouais. Déjà, en fait, en termes de travail, en fait, il va s'occuper du mix final et en fait, il va retravailler un petit peu du coup les bandes. Ouais. En gros, il va retravailler sur les couches en fait de guitare saturée, vraiment par rapport aux guitares saturées, il va retravailler finalement les bandes et c'est vraiment lui qui va en fait à la fois calmer un peu le jeu vis-à-vis de ça et lui donner un peu ce son beaucoup plus posé, mélodieux en fait, un rêve finalement qui était quand même beaucoup plus facile. Alors quand même, c'est lui. Après, il est quand même très in the face, hein, Mhm. le son quand même d'Oasis. Hein. Ouais. D'ailleurs, on suppose que c'est Owen Morris qui aurait créé, tu sais, genre la guerre des volumes, parce que tellement que les albums d'Oasis étaient hyper compressés. Ouais. Tu vois, alors que même les autres, et que en fait les autres labels, les autres producteurs voyaient que ça marchait bien, ils ont commencé à mettre les volumes à blinde, tu vois, genre sur tous les masters, etc. Enfin bref, ça c'est la petite anecdote, on va dire, un peu mais technique. c'est- Mais j'ai envie de continuer un peu dans la technique, Ouais. sur le fait que le travail qu'a fait Owen Morris, et parce qu'on écoute le résultat aujourd'hui, on se dit, bah c'est évident, voilà, tu vas lancer Oasis, on l'a connu comme ça. Mais tu vois, les bandes démos, et elles ont été extrêmement bien éditées. Ça veut dire qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait, de nettoyage du son, etc.
Franchement, tu vois, alors, il faut quand même noter, tu vois, alors que Owen Morris, il a littéralement sauvé la carrière d'Oasis. Voilà. T'imagines un mec comme ça qui vient et dit les gars, je vais vous faire quelque chose de bien parce que c'est pas ouf. Ouais, Ouais. mais tout ça avec avec de la merde, en fait. Tu vois, alors, et il en a réussi à. Il y a des en magiciens tirer. comme ça, hein. Ils arrivent comme ça, hip-hop, et ils font des tours de passe-passe et ça Ouais. marche. Bah ouais, c'est carrément. Mhm. Et puis en fait, aussi, il y a un truc intéressant pour la promotion de l'album. Et là, c'est le travail de Tim Abbott, donc toujours chez Creation Records, où tu vois, bah, ils avaient plus de thunes. Bon, t'as plus de thunes. T'as envie de voir par exemple Melody Maker, t'as envie de voir machin, tu vois, pour faire la promotion de l'album, tu vois, genre dans les magazines. Et t'es là en mode, bah, j'ai pas d'argent pour payer les journalistes, pour soudoyer, entre guillemets, les journalistes, etc. Et Tim Abbott a une intuition plutôt intéressante. C'est que cet album, Definitely Maybe, au lieu de passer par les canaux traditionnels qu'on pourrait retrouver pour la musique pop ou rock, etc., et ben il a décidé de diffuser, on va dire, des publicités de cet album ou dans des radios qui étaient, par exemple, des radios de dance music ou tu sais, genre des magazines de sport, tu vois, alors de foot, etc., tu vois. Et parce que je pense qu'il avait saisi dès le début qu'Oasis ne pouvait pas forcément plaire à un public londonien, mais avant tout un public qui était plus rural, Ouais. plus, tu vois, par exemple, de Manchester, plus, Exactement. tu vois, alors de Liverpool, etc., tu vois. Alors, en fait, de véritables Britanniques, voilà, en somme. Donc voilà, et ça, je trouvais ça très intéressant comme approche marketing, tu vois, alors beaucoup plus maligne que... Il y a eu du flair, hein, clairement. Ouais, oui, et puis en fait, il n'avait pas les moyens, donc Mhm. il a décidé de faire avec les moyens du bord, tu vois, alors. Et ça a très bien Exactement. marché, parce que... Et franchement, ouais, ça a clairement super bien marché parce que là, l'album est une réussite, vraiment un carton plein, aussi bien sur l'aspect commercial que critique. Ouais, Alors déjà, finalement, du coup, si on peut s'attarder un peu finalement sur le succès commercial, c'est l'album qui s'est vendu à 100 000 exemplaires les 4 premiers jours. 150. 150 000 exemplaires. Ouais. Et il a été vraiment, donc après, oufissime. Il a été certifié disque de platine au Royaume-Uni avec 2 400 000 unités vendues. Ouais. Donc, et c'est vraiment l'album certifié aussi platine pour les États-Unis avec plus d'1 million d'unités vendues. Bah, en fait, partout dans le monde, enfin, Ouais. tu vois, alors si on compte tout, c'est 15 millions. 15 millions. Et c'est vraiment ouf. Hein. C'est vraiment, pour un album, pour un premier album, c'est toujours vraiment assez énorme. exceptionnel. Hein. Bah, aujourd'hui, ça serait plus possible. Enfin, ça serait trop compliqué, hein. Mhm. Et puis ouais, puis en fait, on se rappelle quand même un an avant, c'était Suède qui avait eu droit à ce flambeau-là. Ouais, exactement. Enfin, Ouais. il y a, oui, c'est ça. Et c'est eux qui ont repris le flambeau. Bah ouais, Mhm. c'est ça. Tu vois, alors maintenant, ça dégage, Suède. Mhm. C'est Oasis qui est dans le game. Et donc en vrai, en vrai, c'est quand même un album en tout cas que j'apprécie bien. Bon, c'est pas le meilleur album d'Oasis. Non. Alors, il y a oui, quelques disques c'est qui vrai. sont bien, mais Ouais. l'album il est. Ah, je suis un peu un fanboy, je t'avoue que j'aime énormément l'album. Mais après, je l'ai tellement poncé. En fait, à ce stade-là, pour moi, je l'ai tellement poncé qu'il fait partie, entre guillemets, de mon ADN. Je sais pas comment dire, il est vraiment inscrit en moi, tu vois. Ah bah oui, bah c'est dans ton code génétique. Voilà, tu c'est vois, dans mon alors. code génétique, en fait, en vrai, tu vois. Spider-Man a le machin là, tu sais, genre l'insecte, l'araignée, et puis bah toi c'est Oasis quoi. Voilà, non, moi, c'est un disque, en fait, en vrai, qui m'a effleuré comme ça, qui m'a rayé un peu la main, et du coup, tac, maintenant, c'est dans mon ADN. Voilà, tu vois, alors tout simplement. Ouais, exactement. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Et puis en plus, tu vois, alors bah, fort de leur sacré succès quand même, Mhm. ils finissent en plus en beauté en décembre 94 avec le titre Whatever, Mhm. voilà, qui deviendra un peu le troisième titre aux charts britanniques. Tu vois, alors Oasis, bon, voilà, c'est un peu les rois du monde à ce moment-là, quoi. I'm free to be whatever I choose, and I'll sing the blues if I want. I'm free to say whatever I like, if it's wrong or right, it's alright. Exactement. Et en plus, bon, en parallèle à ça, du coup, c'est le moment où la presse britannique va commencer à flairer un peu le piston. Mhm. Et en fait, va commencer, tu parlais un peu des choux gras comme ça, finalement, de la manière dont c'est un peu vendu. Et c'est le moment où va y naître l'opposition entre Blur et Oasis. Absolument. Exactement. Et là, bah, on arrive en 95. Et Mhm. 95, c'est l'année qui nous intéresse, en tout cas, tu vois, alors pour Oasis, parce que c'est la sortie en octobre 95 de What's the Story, Morning Glory. Et qui est aussi, pareil, un succès quand même assez retentissant. 22 millions d'exemplaires Ouais, vendus à travers le exactement. monde. Hein. La première place des C'est pas ventes retentissant. d'albums. C'est énorme. C'est gigantesque. Putain, ouais. Première place des ventes d'albums au Royaume-Uni, pareil, il reste dans le top 3 pendant plus de 7 mois quasiment.
L'album, en fait, finalement, du coup, c'est un succès critique et un succès pareil. Alors, là, succès critique, un peu moins par rapport à Definitely Maybe. Il y a une partie des critiques qui serait un peu moins engagée, mais en fait, le côté raz-de-marée est tellement présent que du coup, les critiques négatives sont quand même un peu mis en retrait par rapport aux gens qui considèrent l'album comme étant un truc oufissime. Ouais, mais encore, je pense que c'est du gros pinaillage. Hein, oui, c'est un peu du pinaillage. Parce que bon, tu vois, alors déjà, on peut noter aussi que Tony McCarroll, apparemment le meilleur batteur selon comment il Lars s'appelle. Ulrich. Ouais, voilà, c'est ça. Il était tellement bon qu'il s'est fait renvoyer quand même le frérot. Hein. Ouais. Voilà, je dis ça, je dis rien. Non, mais du coup, en fait, Tony McCarroll, il est sympa, hein, voilà. Il est sympa. Mais il fait que du 4/4 et en fait, son groove, il s'agit de faire des trucs très simples, voilà. Et donc, il est remplacé par Alan White, donc qui a été conseillé, tu vois, genre par le frère du batteur, qui est le frère du batteur de Paul Weller. Donc, c'est Paul Weller qui a été voir Liam, qui a dit, tu sais. Putain, on revient toujours au nom un peu connu, hein, les fameux. Mais il noms. est partout, ce Paul Weller, tu vois. Alors, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il a été aussi vite fait, tu vois, conseiller Blur, tu vois, genre, à l'époque. Et tout. Enfin bon, c'est pas pour rien que c'est le mode phaser, hein, le frère. Hein. Et donc voilà, avec un nouveau line-up, donc avec Alan White, Liam il est content parce qu'il va pouvoir faire des compositions un peu plus zinzin, voilà, un peu plus travaillées, un peu plus complexes. Et c'est comme ça qu'il se retrouve en studio assez rapidement. Mais en studio, tout ne se passe pas comme prévu. Exactement. Et du coup, c'est un peu les mêmes emmerdes, entre guillemets. Toujours, après, les frères Gallagher, hein, c'est toujours ça. Genre, il cherche la merde. Il cherche la merde, il s'envoie des batteries à la gueule. Tu vois, le mec, il prend la guitare, il veut le frapper avec. Non, mais du coup, c'est ça l'Angleterre. Oui, l'Angleterre, comme on l'aime. Hein. This is England. This is America, mais. Non, mais en fait, c'est un peu les mêmes emmerdes, entre guillemets, que pour Definitely Maybe. C'est-à-dire que vraiment, les deux frères Gallagher sont quasiment imbuvables, les deux, pour toute la production de l'album. On est aussi, pareil, un peu sur une insatisfaction de la part de Noel Gallagher par rapport à vraiment l'aspect composition. En fait, il mettra beaucoup de temps avant d'être satisfait des sons qu'ils ont produits. Et en fait, d'ailleurs, il sera assez peu présent. En fait, il sera assez peu présent sur place. Il y a ce côté où du coup Noel Gallagher, du coup, il trouve toujours un truc à redire. Et en fait, il passe beaucoup de temps à réimaginer, à réenregistrer finalement ce que le groupe a fait. Il est en pleine séance de production et de composition, d'arrangement, quoi. Et d'ailleurs, c'est dans cet album-là, il va beaucoup enregistrer de son côté et il va laisser entre guillemets le groupe en fait avec Liam Gallagher et le reste des musiciens un peu à faire leur bail de leur côté. Et en fait, il va s'amuser. Je sais pas si c'était vraiment il s'amusait à le faire à ce moment, mais en fait, il va réenregistrer en permanence ce que le groupe va faire. Donc ça va créer un peu des tensions internes, notamment entre Liam et Noel Gallagher. Donc ça a été vraiment un enfer, un vrai bordel. Après, il faut savoir aussi que Liam, lui, préférait quand lui, en fait, dans son idée, voilà. Tu vois, quand il devait enregistrer, il enregistrait. Mais quand il avait plus rien à faire, il allait au pub. Exactement. Tu vois, alors, c'est un anglais. Et de toute façon, en fait, j'ai compris quand je regardais les interviews et tout, en fait, leur vie, ça a été de boire. Voilà, tu vois, alors c'est en mode, ils enregistraient, hop, allez, je vais aller au pub. Tiens, on a une séance photo à faire, on a un clip à faire. Il se passe rien, vas-y, tu nous rejoins au pub, tu me dis quand c'est fini. Voilà, tu vois. Et d'ailleurs, c'est là où il y a peut-être la fight la plus importante, tu vois, alors, entre les frères. C'était lorsque, justement, Liam, tu vois, alors fort de son caractère et de son imagination débordante, décide de partir au pub. Alors c'était ironique pour l'imagination débordante, hein. Mais du coup, pendant la session de Don't Look Back in Anger, alors que Noël était en train d'enregistrer, etc., t'as Liam qui se ramène avec 10 pélos qu'il avait rencontrés au pub pour flexer un peu en disant ouais, on enregistre notre album et tout, tu vois. C'est la définition du trou duc, quoi. Ah ouais, et puis de l'idée à la con, parce que t'as le grand frère qui est là, tu vois, alors, qui remet à sa place le petit frère. Avec une batte de cricket et qui lui casse le bras, tu vois, dans le studio. Donc t'as Owen Morris qui parle quand même de la première partie de l'enregistrement où c'était catastrophique. Enfin, c'était horrible. Donc l'enregistrement se coupe pendant 3 semaines. On n'entend plus parler de Oasis pendant 3 semaines. Puis en fait, ils reviennent et puis une fois qu'ils se sont fightés, tout va bien. Ils ont fait leur taf. Et après, d'ailleurs, d'après Maurice, il disait que c'était peut-être la séance de studio la plus chill qu'il ait jamais eu de toute sa carrière. Ah putain, franchement... Quand ça explose après, voilà, c'est... c'est comme des gosses, il faut un peu les dépenser, tu vois. Il y avait de l'argent en jeu, alors il faut avoir de l'argent pour aller au pub, alors ils se sont dit, il faut quand même aller au pub et se taper des rails de C aussi. Hein. Ouais, là, c'est plus ou moins la période aussi où Liam Gallagher avait cette réputation, en fait, dans la presse britannique, un peu tabloïd comme ça, où du coup, en fait, il faisait la une pour les histoires de coucherie, un peu comme ça, et de prise de défonce qu'il avait un peu à droite à gauche, et ça lui collait un peu au cul, quoi. Et il tournait pas au thé. Ah bizarrement là, non. Alors par contre, très prolétaire, il tournait à la colle.
Enfin, il sniffait de la colle. Ah oui, Ouais, les ça. déclarations de Liam Gallagher aussi par rapport à ça. Oh putain, mais c'est un phénomène ce mec. Ah ouais, je te jure. Mais lui, il m'aurait fatigué. Je le vois une minute, je suis là en mode ok, vas-y, tu me bouffes, frère. Non, Bon, en mais, tout cas, c'est en studio a plutôt bien marché, puisque quand même qu'il y a quand même des morceaux qui sont sortis. Il y a quand même en single Some Might Say, sorti en 95, Mhm. et Roll With It en août 95 aussi. Et en fait, là, Roll With It, c'est un peu, on va dire, le morceau de l'antagonisme. C'est un peu le morceau où, justement, Oasis se retrouve en face de Blur, avec le single Country House. Let's go. Et là, c'est un peu le début du drama, etc. En disant, ouais, en fait, c'est le label de Blur qui décide de mettre au même jour, de mettre au même jour la sortie de Country House avec Roll With It. Ouais, Et force- pour tabler un peu sur le côté Blur Oasis. quoi. Ouais, c'est ça. Bon, Ouais. en même temps, avec le traitement médiatique Ouais, et puis ouais. un peu le fight qu'il y avait entre les deux groupes. Et donc voilà, bah, ils se retrouvent, tu vois, genre, finalement, Oasis finit par perdre face quand même à Blur, avec en gros pour le premier 216 000 albums vendus et pour le second, donc Country House, 274 000 ventes. Mais C'est non, c'est bien. Bon, c'est quand même un sacré écart, hein, Mhm. etc. Mais après, on taxait un peu, on va dire, Blur, de baisser automatiquement, tu sais, genre le prix du single Oui, voilà, pour pour essayer de effectivement. pousser un peu plus en Ouais. vente et tout. Mais bon, au-delà de ça, tu vois, alors, une bataille, c'est une bataille, mais une guerre, il faut bien Elle se qu'il y gagne en sur la ait. durée. Exactement. Et, je vais te dire, bah, la durée, ça a été littéralement What Story Morning Glory Glory. qui gagna. Exactement. Voilà, face à The Great Escape. All your dreams are made when you chain to the mirror and the razor blade. Today's the day that all the world will see. Another sunny afternoon, walking to the sound of my favorite tune. Tomorrow never knows what it doesn't know too soon. Donc voilà, bah, qu'est-ce que toi, je sais que c'est un album que t'aimes beaucoup. Alors, étonnamment, Donc, finalement, du coup, le deuxième album, c'est vrai que. Alors, c'est très bizarre à dire, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours un peu ce flash un peu sur le premier album, à savoir Mhm. Definitely Maybe. Ah ouais, Alors, vraiment en fait, ce qui est très bizarre, c'est que moi, j'aime les deux albums, à savoir Definitely Maybe et du coup, leur troisième album, Be Here Now. Et du coup, en fait, What's the Story Morning Glory, c'est un des. Alors, je dirais pas que j'aime le moins, je l'adore aussi, mais qui m'a, entre guillemets, le moins marqué, tu vois. C'est vrai. Après, il y a quand même des bangers aussi, franchement, des chansons finalement qui ont toujours, voilà, qui sont vraiment ouf. Ouais, Some Might Say. Some Might Say, par exemple, effectivement, Don't Look Back in Anger, par exemple, qui est vraiment un banger absolu. D'ailleurs, c'est Ouais. c'est la seule chanson qui est chantée par Noel Gallagher. Ouais, et qui le fait très bien Il d'ailleurs. le fait très bien. En plus, le clip, en fait, quand je l'avais maté, je trouve ça aussi très cool, très dans, posé. dans le jardin. Là, Dans le et jardin, Ouais, puis le ouais. petit vieux comme ça, et puis en gros, Ouais. les meufs habillées en blanc qui font un peu, tu sais, qui commencent à chanter Oui, le oui, refrain et oui. tout, tu vois. Puis ils reprennent dans l'espèce d'immense baraque aussi, je trouve ça vraiment très cool, t'as une ambiance. Et en fait, c'est très significatif parce qu'en fait, ils ont ce délire de, on est vraiment les deux prolos comme ça de Manchester qui ont touché un peu vraiment le succès, le prestige et la fortune. Mm. Et en fait, ils sont tellement over the top, en fait. Et tu le sens vraiment aussi dans cet album-là. Et c'est vraiment ce truc-là. En fait, ils vont pousser les potards, encore une fois, vraiment au maximum. Et c'est un peu ce que j'aime, c'est ce côté démesure. On les aime, on les aime pas pour ça. Moi, je trouve qu'ils assument leur délire, ils sont insupportables, mais j'aime ce côté-là, quoi. Ouais, bah en tout cas, moi, ce que je préfère dans cet album-là, Morning Glory, qui d'ailleurs veut dire Mhm. trick matinal, hein, Mhm. d'ailleurs, Let's en go. passant, Bah tu ouais, vois. on change pas une Tout en délicatesse. Voilà. Voilà, mais en tout cas, le truc que j'aime bien dans cet album, c'est surtout que contrairement à Definitely Maybe, je Mhm. trouve que voilà, là il y a une véritable volonté de faire un album avec Ouais. des transitions, avec une tracklist qui est beaucoup mieux gérée, Ouais. et puis surtout avec des morceaux techniquement beaucoup plus travaillés. Ouais. Enfin, tu Plus regardes abouti, ouais. Bah ouais, tu regardes Some Might Say, tu vois, alors c'est pas juste, tu vois, genre A, B, A, B, Ouais. A, B, c'est, tu vois, alors t'as un petit pont, tu Mhm. vois, alors qui permet de poser encore plus l'ambiance. T'as Champagne Supernova, tu vois, alors qui est, je trouve, avec, tu sais, genre le riff de batterie, Mhm. tu vois, alors qui est vraiment excellent, tu vois, alors tu vois qui commence, qui se perfectionne, qui vont explorer d'autres horizons musicaux, pardon. Mhm. Et donc voilà, je trouve que, Mais tu c'est vois, sur, alors... c'est sur celui-là justement qu'il y avait le fameux morceau qui les a fait connaître aussi, Wonderwall. Wonderwall. Ouais, bah Et oui. en fait, d'ailleurs, il y a un truc à dire par rapport à Wonderwall, mais à la fois aussi pour Champagne Supernova, c'est qu'on y a un travail un peu même. En fait, Noel Gallagher a aussi travaillé les textes, et en fait, il a un peu poussé ce truc-là aussi par rapport à l'album précédent. Oui. Il a voulu taper dans des trucs. Alors, très franchement, c'est pas au niveau de Damon Albarn, Non, c'est clair. mais par contre, effectivement, il a quand même voulu pousser ce truc-là en termes de un peu plus métaphorique, plus posé, plus poétique aussi, tu vois. On a plus Beatles, en Plus fait. Beatles, ouais, plus Beatlesque un peu, si on peut complexe dire. hein, de A à Z hein, dans Ouais. tous ces groupes. Hein.
Bah mec, oui, mais en même Et temps. puis même la presse, à chaque fois qu'il y a des groupes comme ça, ils disent putain, c'est les nouveaux Beatles. c'est les nouveaux Mais après, il faut Beatles. dire qu'ils ont jamais caché leur admiration eux-mêmes pour les Beatles. Bah, c'est compliqué d'être anglais et de dire que t'aimes pas les Beatles. Voire même ouais. pomper littéralement les Beatles. Oui. Bon, après ça, c'est, on va dire, on s'inspire des plus grands. Ou comme dirait Pablo Picasso, un grand artiste, il plagie. Voilà. Ouais, Et c'est vrai que j'ai en plus la plus, phrase, mais on s'en fout. Oasis, effectivement, a beaucoup eu des procès au cul aussi par rapport à tout ce qui est plagiat. Hein. Oui, Ouais. c'est vrai que même pour Whatever, etc., Ouais. tu vois, alors... Oui, C'est il y a eu- Coca-Cola en plus là qui avait fait un truc. alors ça, c'est pour un autre morceau, Ouais. mais Whatever, c'était un artiste britannique, je me rappelle plus. Oui, qui est aussi Euh, sur le bout de la langue et tout. Attends que non, je sais plus. Putain. Ouais, mais oui, il y avait aussi Coca-Cola. Oui. C'était pour un autre titre. Bon, désolé, moi je suis pas juriste, hein, voilà. Mais je crois que c'était pour l'album précédent Coca-Cola et celui-là effectivement c'était de l'artiste anglais là dont on a le mot sur le bout de la langue et tout. Absolument, ouais. Ouais. Voilà, on mettra ça en annotation à la Voilà. fin. Voilà. Bon, en tout cas, vous voulez rire un peu? Vas-y. Voilà, donc en gros, bon, la petite fight entre les deux zozos là, hein, ça se finit donc pas. Et t'as quand même un des frères Gallagher qui a balancé, tu vois, genre, bon là c'est le moment drama, etc. Mhm. Et peut-être la phrase la plus choquante, Oui. tu vois, alors Je l'ai pour en le tête public, là maintenant. Ouais. c'est en parlant de Blur. C'est j'espère qu'ils choperont le sida et qu'ils crèveront parce que je les déteste tous les deux. Voilà. C'est des gosses, je te jure. Mais vraiment insupportable et le niveau de maturité est quand même pas non plus là. Hein. Mais en tout cas pour des gosses, Ouais. je tiens à dire, c'est quand même l'album qui se retrouve quand même parmi les 3 albums les plus vendus, Mhm. hein, avec pour tu sais genre le second The Greatest Hit de Queen et comme premier Des Beatles. Sgt Pepperoni. Sgt. Ah, exactement. Voilà. Personne les détrôneront. De quoi? T'as l'impression qu'ils essayent de les détrôner, mais ils n'y arrivent pas, tu sais. En même temps, passer derrière eux, tu vois, alors ça, c'est littéralement du suicide. Mais en tout cas, ils se sont très bien comportés, tu vois, alors. Donc quand même, voilà, on parle... voilà, donc quand même, cet album-là, il est super important, en tout cas pour la carrière du groupe. Il les propulsera encore plus de manière internationale. Mhm. Et on va passer aux 2 dernières années de la Britpop. À savoir 96 et 97. Donc, ils sont 2 années, surtout 97 pour le coup, qui sont quand même des années charnières pour l'histoire de la Britpop. Absolument. Alors, avant de rentrer dans le dur, on va en parler un peu de l'ambiance générale qu'il y avait à ce moment. En fait, 97, c'est un peu un mouvement où la Britpop en tant que telle va commencer à s'essouffler un petit peu. Ouais. Parce Avec que d'autres groupes qui arrivent aussi. d'autres groupes qui arrivent, on va y venir aussi un peu après, mais en fait, il faut savoir que du coup, à ce moment, le public commence à se lasser un peu de cette guéguerre entre Oasis et Blur. Et en fait, ouais, voilà, c'est Oui. un peu débile. Mais en vrai, je pense Bon, que enfin, en même personne temps. n'était vraiment dupe aussi. Hein. Je veux dire, les gens ont un peu joué le jeu au début parce que c'était un peu marrant. Et là, du coup, 97, c'est un peu le plafond de verre. On touche un peu à la fin ce truc-là. Et surtout, c'est le moment où, du coup, l'hégémonie, entre guillemets, sur le territoire britannique de la Britpop va commencer à toucher un peu à sa fin parce que là, le hip-hop et, comme on disait, un peu la techno va commencer à pénétrer le marché anglais aussi. Et puis la pop a quand même évolué entre... Enfin, Voilà. il n'y avait pas que la Britpop, enfin, Oui. il y avait quand même d'autres... D'autres groupes beaucoup plus atypiques aussi. Le DM, non, et puis même t'avais le DM, etc. Oui, voilà, T'avais c'est vrai. le début, comment on appelle de ce groupe-là, des Don't Wanna Be My Lover. Ah putain, des Spice Girls, du coup. Oui, voilà, c'est ça, merci, tu vois, alors. Ouais. Oui, c'est vrai. Avec Le les- R&B et tout aussi qui commence un peu à pénétrer le marché anglais, quoi. Oui, bien sûr. Donc bon, en gros, en parallèle, hein, tout l'Angleterre n'était pas non plus Britpop, hein, voilà, Voilà. tu vois. Alors, donc il y avait quand même d'autres mouvements, et puis le DM, Le DM. ouais, alors, les musiques comme ça, un peu Mhm. électroniques, et le hip-hop, évidemment. Exactement. Et c'est aussi paradoxalement le moment où du coup le premier ministre anglais Tony Blair à l'époque a voulu un peu donc s'emparer de la Britpop et en fait l'englober dans un truc beaucoup plus conséquent, à savoir le mouvement Cool Britannia, Ouais, qui englobait à la fois donc l'industrie de la mode, effectivement donc le cinéma. le cinéma, etc. Tout l'ensemble de la culture anglaise et vraiment a pris la musique pour en faire un peu une espèce de fer de lance. Mhm. Et c'est un mouvement de récupération finalement qui a du coup c'est aussi emparé de la Britpop Ouais, et c'est un peu paradoxalement le moment où ça commence un peu à s'essouffler. oui. Et donc, dans ce contexte un peu particulier, un peu, voilà, donc très bizarre, entre guillemets, il y aura donc 2 albums très conséquents, finalement, qui vont un peu symboliser à eux deux la fin, entre guillemets, de la Britpop. Oui, Donc, à savoir, du coup, Be Here Now d'Oasis ouais.
Et donc Blur. l'album éponyme, j'allais dire justement, donc Blur d'Oasis. Ça aurait été trop. T'imagines, j'aurais appelé ça comme ça, tu vois. Ouais. Tu sais, le troll, mais c'est le feat de fou, quoi. Ça aurait été ça aurait été le exceptionnel. gros troll, tu vois. Alors, ils auraient fait un album nul, tu vois. C'est alors. ça, tu vois, et qui n'a aucun sens, quoi. Ça aurait Non, pu du être coup, le meilleur l'album- album de tous les temps. Ouais, c'est ça, Ouais, si ça se peut-être. trouve, ça aurait pu Là, être- là, tu vois, ça aurait détrôné les Beatles. ouais, c'est ça, dans une dimension parallèle, ça existe, en fait. Ouais. Non, mais du coup, l'album éponyme de Blur, qui est sorti en 97, lui aussi. Ouais. Donc, tu veux parler un peu de Blur en amont? Est-ce que tu... Peut-être parle de Be Here Now, et comme Ouais. ça on reprend, parce que c'est vrai que c'est deux albums qui sont... bon, déjà, les deux groupes sont littéralement antagonistes, Mhm. mais même dans la manière dont Oasis fait et Blur fait aussi. Enfin voilà, je te Mhm. laisse commencer, frérot. Bah, du coup, ce qui est assez particulier, c'est que Oasis est quand même auréolé de leur succès par rapport à leurs deux derniers albums. Bah ouais, What's Morning Glory, What's the Story, le Morning Glory et Definitely Maybe. Et en fait, ils ont quand même ce statut de meilleur. En fait, même eux, en fait, en jouent beaucoup, mais dans les interviews, ils se considèrent comme étant le meilleur groupe de rock de tous les temps. Ouais. Ils ont ce côté très pompeux. Et en fait, ils ont. Et c'est un moment, ils vont enregistrer, ils vont faire une petite pause, un moment finalement, donc, dans leur groupe, et ils vont enregistrer. Avec, alors ce qui est assez marrant, avec Johnny Depp qui était en couple avec Kate Moss à l'époque. Et en fait ils vont se retrouver à composer l'album alors qu'ils étaient en vacances avec Johnny Depp. Ok. Et, Normal, quoi. Normal. En fait on reste un moment, en fait, c'était un Noel Gallagher se faisait un peu chier comme ça du coup en fait il a commencé à faire des compositions. Alors il y avait déjà ce projet de faire cet album là qui était un peu dans la tête de chacun, mais ils ont commencé à le composer justement quand ils étaient en vacances avec eux. D'ailleurs Johnny Depp est crédité sur un des morceaux. Ah ouais de Be Here Now, ouais. Lequel Quand je le retrouve. Enfin non, bah, si tu l'as. Hein. Alors je l'ai plus exactement, je le retrouve, je le dirai après, mais du coup il est quand même crédité sur un des morceaux. Ok, ouais. Et c'est assez particulier. Donc, mais c'est aussi un moment en point de tension, parce qu'en fait les disputes entre Noël et Liam Gallagher sont quand même très très conséquentes aussi à ce moment. Et en fait ils peuvent plus se voir en peinture. En fait c'est le moment où ils commencent à par exemple prendre des bus séparés pour commencer à faire leur tournée. Oui, ok. Donc bon. ça commence un peu dans ces bails là quoi. C'est ouf. Donc, et d'ailleurs, il y avait une histoire aussi que je trouve assez marrant, c'est qu'en fait, Liam Gallagher avait refusé de jouer au Royal Festival Hall à Londres, mais il assistera quand même au concert en sabotant un peu la prestation de son frère Noël. Donc, en fait, il y a un peu ce côté, en fait, les deux se provoquent vraiment jusqu'au bout. Donc, en fait, Liam Gallagher veut tester la patience de son frère jusqu'au bout. Oui. Donc, ça va un peu précipiter aussi un peu donc le début de la chute entre guillemets du groupe. Ouais, et puis surtout que Be Here Now, il me semble que c'était quand même un album qui se devait d'être encore plus ambitieux que Exactement. le précédent. Genre, c'était même, d'après les dires, un peu le nouveau Sgt. Pepper. Sgt. Pepper, Ouais. et tellement qu'en fait ils veulent qu'ils veulent revendiquer une filiation avec les Beatles, qu'ils ils vont commencer l'enregistrement à Abbey Road à Londres en 96. En fait, les mecs sont tellement fans des Beatles qu'ils veulent jusqu'au bout, ils sont dans le délire, mais jusqu'au bout de faire ce truc-là de filiation, et jusqu'à vouloir enregistrer au même endroit finalement que les Beatles ont fait leurs albums. Ah bah moi, ça serait quand même mon fantasme en tant que musicien, quand même. Carrément. Genre, même la même console, etc. Enfin, ouais, bah c'est legit, moi je comprends. T'imagines les mecs quand même, ils arrivent à s'engueuler avec le groupe concurrent Blur, mais ils s'engueulent aussi entre eux. Donc en fait, Ouais, avec qui ils s'engueulent pas. Et de manière encore plus violente, Ouais, entre eux, en hein, plus, tu vois, ouais. genre, Alors il faut l'amour savoir... vache. Ouais, exactement. Vraiment. Alors il faut savoir qu'au début de l'enregistrement en 96, c'est tellement laborieux qu'il y a une partie du groupe qui va décider de faire une pause, notamment Owen Morris qui dira qu'en fait là c'est pas possible. Donc après 2 semaines de pause, ils vont reprendre justement la conception de l'album. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est que du coup, c'est Noel Gallagher qui va de nouveau donner un peu l'impulsion. Et malgré toutes les frustrations et les tensions qu'il y a en interne, ils vont quand même réussir à produire leur album correctement. Ouais. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'en fait, il y a de nouveau Owen Morris qui va sauver les meubles. Et en fait, il va décider notamment d'overdober du coup donc une partie des pistes. Ouais. Et c'est un peu ce qui va aussi en gros donner une identité musicale à cet album-là. Mais en gros, il va enregistrer indépendamment, tu vois, alors Exactement. chaque élément. Chaque élément indépendamment, et en fait, il va les superposer après, quoi. Ouais. Et ce qui est assez particulier, c'est quand même, en termes de composition musicale, il y a quand même un truc qui veut se différencier. Il y a une dimension un peu, je dirais même un peu plus... c'est un peu, je dirais, comment dire, un peu plus psychédélique sur certains morceaux. Oui. Il y a aussi une autre dimension, effectivement, il y a un aspect qui est aussi beaucoup plus grandiloquent. En fait, on a un beaucoup plus, je dirais pas sale, mais par exemple, les riffs de guitare sont beaucoup plus crado, parfois beaucoup plus saturés aussi, quoi. Ah, et bien travaillé aussi. Bien Moi, je trouve que c'est travaillé. quand même aussi mieux travaillé que Mais par exemple, les précédents, on tu vois. prend le Alors, morceau, un des morceaux les plus connus dans l'album, c'est Do You Know What I Do You Mean? What I Mean, bah, Do qui You Know What I fait Mean? l'intro, c'est l'intro. Qui fait l'intro, où justement la dernière partie du morceau, en fait, on est vraiment sur le côté sursaturé.
saturé, un peu comme ça, qui est vraiment un peu qui donne un peu la force, quoi. Même dans cette intro-là, tu vois, avec la guitare, tu sais, genre les bruits d'hélicoptère, tu vois, alors la guitare qui fait comme à la Hendrix, tu vois, alors en mode avec la wah-wah. Exactement. Exactement. Trop bien. En plus, je vais te dire une petite anecdote. Je connaissais pas ce morceau et c'était un soir, tu vois, là, quand j'écoutais FIP, où tout d'un coup, je me suis dit, putain, il est long ce son. Tu sais que c'est Oasis, mais il fallait retrouver, tu vois, alors, surtout qu'il dure bien longtemps, c'est 6 minutes, un truc comme ça, le morceau, tu vois. Alors, Tu te dis c'est quoi, c'est ça, où c'est une bonne intro Mais c'est vrai que d'album, la longueur hein. des morceaux est très caractéristique aussi par rapport aux 2 albums précédents, c'est que les morceaux sont quand même légèrement plus longs. Genre ils dépassent un petit peu les standards FM, ce qui est assez surprenant aussi. Et ça dénote un peu de cette volonté finalement d'avoir un album genre. Et en fait eux-mêmes le conçoivent un peu comme l'album un peu ultime. Enfin, vraiment l'album qui est censé synthétiser un peu l'ensemble de leur carrière, quoi. Ouais. Puis il y a aussi un truc qui est intéressant. Il y a le mélotron par exemple qui est un instrument assez particulier qui est utilisé sur certains morceaux. Quoi. Absolument. Et comme puis Magic Pie. oui, dans Exactement. Magic Pie, exactement. Magic Pie. Même, tu vois, lors du Rhodes, tu vois, alors dans, je me rappelle plus, ce qui est le morceau, soit My Big Mouth ou The Girl with the Dirty Shirt. C'est My Big Mouth, il me semble, effectivement, du coup, ouais. Bah, il faudrait que je me le réécoute. Mais en tout cas, bon succès. En termes il me semble qu'il a quand même fait moins. Ah, il a fait on beaucoup sent moins. qu'il s'essouffle. La recette, elle s'essouffle. La recette s'est largement essoufflée parce que l'accueil déjà critique est beaucoup plus sévère par rapport aux 2 albums précédents. Et en fait, on sent justement le passage de l'air du temps. Les gens sont plus forcément convaincus, la presse anglaise est beaucoup moins enthousiaste aussi. Alors, ils saluent quand même l'aspect technique, en fait, les innovations qu'il y a eu, comme on avait dit précédemment, la longueur des morceaux, l'innovation musicale, l'utilisation d'instruments quand même assez peu communs par rapport à ce que Oasis avait déjà utilisé comme instrument par le passé. Et aussi la volonté, le travail d'Owen Morris, on l'a souligné aussi bien avant. Mais Owen Morris, c'est aussi lui vraiment qui a donné une bonne partie de l'identité du groupe. Alors, ces aspects-là sont quand même finalement mis en avant, mais la presse est moins convaincue. Et le public aussi. Le public aussi, largement. Et d'ailleurs, en termes de chiffres de vente, ils vont, par exemple, en gros là, ils vont seulement, je mets des guillemets, en fait, ils vont vendre 152 000 exemplaires, ce qui est loin des 400 000 exemplaires qui étaient prévus justement. Donc les premières semaines. Ce qui en soi est un peu une grosse claque aussi. Même pour les frères Gallagher, c'était un peu le moment où ils se sont dit, ça commence un peu, le vent commence à tourner. Meilleur groupe de rock. Voilà. Alors je pense qu'ils se considèrent quand même comme le meilleur groupe de rock, mais je pense que là il y avait ce côté, ils se sont dit ah merde, le vent. Ils ont raté le coche, quoi. On a raté le coche. Là, on n'est plus tellement dans le move. C'est bizarre ce qui se passe. Ah bah après, j'ai envie de te dire, l'occasion fait le larron, notamment pour Blur. Exactement. Qui, en revanche, tu vois, alors eux, on fait tout le contraire. Parce qu'on veut dire que Be Here Now, c'est un peu la continuité de la Britpop. En fait, ils reprennent la recette Oasis. Enfin, ils font du Oasis, quoi, tout simplement. Ils continuent la recette, ils continuent à la perfectionner, mais en fait, ils voient pas, tu vois, enfin, les 2 frères ne voient pas que le vent, il commence à tourner, tu vois. Et tandis que Blur, bah, après The Great Escape, déjà, c'est la merde. Ouais. Tu vois, alors Damon Albarn vit très mal justement cet album-là, la critique, etc. Même si la critique est pas négative. Enfin, il est là en mode, bon, bah, Blur, ça patine, ça patauge. Faut changer la recette. Il faut changer la recette. Et littéralement, bah, en fait, Blur, qui est sorti en 97, du coup, en février, et ben, c'est toute l'antithèse de la Britpop. Et c'est ça qui est assez particulier. Et en fait, ils vont s'inspirer de quelque chose que je trouve assez... Ils détestaient. En fait, on parlait de Nirvana, du grunge et tout. Et au final, c'est littéralement tout ce qui va être fait en fait en vrai sur cet album-là. Bah, dans cette logique-là, tu sais, moi je trouve que quitte à tuer la Britpop, bah, il faut le tuer avec, tu sais, genre son ennemi originel, c'est-à-dire le grunge. Ouais. Et du coup, bah, cet album-là, bah, justement, revêt un peu on va dire, cet apparat grunge, avec des guitares saturées, un son puissant, avec des textes beaucoup plus mélancoliques aussi, tu vois, alors, parce que bon, bah, Beetlebum, et c'est quand même un son qui parle d'héroïne, d'addiction, etc. Tu vois, alors, et puis il y a d'autres morceaux aussi dans cet album, tu vois, alors, qui évoquent quand même des trucs pas marrants, voilà. Mais après, c'est assez bizarre, si je puis me permettre. Il y a quand même, alors, il s'inspire beaucoup du grunge, mais il y a aussi des morceaux que je trouve paradoxalement qui sont très conceptuels. Oui, notamment, avec des samples où ils ont samplé les guitares. Et même, il y a une démarche que je trouve presque bruitiste aussi, notamment sur le morceau Essex Dog. Yes, ah oui, absolument. Et en fait, c'est là où moi, personnellement, j'ai eu un peu de mal aussi, c'est qu'on sent l'inspiration grunge, mais paradoxalement, on sent qu'en fait, en vrai, ils ont quand même touché un peu du doigt ce qu'ils avaient toujours fait un peu avant, l'innovation musicale et un peu instrumentale. Il est un peu hétérogène. Un peu hétérogène. Et en fait, je trouve que c'est un peu la raison qui fait que j'ai plus d'accroche sur Be Here Now, en fait. Bah, disons que c'est vrai qu'il n'est pas forcément plus accessible. Oui, alors c'est un album, on précise, c'est un album qui est vraiment loin d'être accessible. Mais qui est super intéressant. Et en fait, qui n'est pas accessible, veut pas dire que c'est mauvais. Oui, loin de là, c'est pas du tout ce que je voulais souligner. Après, c'est pour ça, il faut prendre cet album-là. En fait, je le verrais beaucoup plus comme un album de Damon Albarn. Tu vois, alors, parce qu'en fait, on retrouvera beaucoup de gimmicks de Damon, notamment sur l'utilisation de samples, sur la composition et les arrangements. Et qu'il a fait plus tard avec Gorillaz. Exactement. Mais en tout cas, c'est un album que je trouve très intéressant parce qu'il embrasse aussi une esthétique beaucoup plus sombre, avec une forme de lofi,
Tu vois, genre dans les sons, dans même, tu sais, genre l'utilisation de la voix, etc. Damon, tu sens qu'il est beaucoup plus à l'aise dans ce registre-là et qu'il est beaucoup plus inspiré qu'avec The Great Escape. Tu vois, alors. Donc c'est vraiment, on va dire, celui qui, en tout cas, enterrera littéralement la Britpop, tu vois, alors, et laissera la Britpop aux dernières décennies, enfin, aux dernières années, tu vois. Alors, Exactement. Mais métaphoriquement, je trouve ça quand même assez ouf, tu vois. moi, je trouve ça beau. Ouais, tu vois, alors. mais je trouve ça C'est un super mode- beau, tu vois. Mais il y a un truc enfin, vraiment, ce truc, je trouve ça assez c'est très singulier et très, très beau, en fait. Bah ouais, bah en tout cas, c'est comme ça que se finit la Britpop, hein, en tout cas, plus ou moins, hein, voilà, tu vois, alors. À 90, c'est en plus effectivement le moment où il y a pas mal de groupes qui avaient commencé à émerger des années un peu avant, notamment Radiohead ou The Verve aussi, Ah, c'est vrai, oui. qui avaient commencé un peu, et en fait qui vont commencer eux-mêmes à s'éloigner des standards qui ont été imposés par le passé, par la Britpop. Et c'est assez particulier. On voit notamment The Verve en 97 avec Urban Rhymes aussi, Ouais. qui en fait, lui pareil, alors, c'est un groupe effectivement qui est très singulier. Et mais qui va aussi faire. En fait, je parle un peu de cet album et de ces artistes. Je me permets une parenthèse. Ouais, vas-y, Notamment franchement. parce que on parlait de métaphore un peu comme ça. Il y a un autre son que je trouve aussi, c'est notamment le son que tout le monde connaît aussi, Bittersweet Symphony de The Verve, qui a aussi, je trouve métaphoriquement, a un peu enterré la Britpop à sa manière. Alors c'est beaucoup plus confidentiel, hein, mais du coup ça rentre un peu dans cette année-là, dans cette. Confidentiel, Ça va. quand même. Oui, C'est ça quand va, même- mais... Ouais. mais quand je dis ça, c'est que tu vois, t'as quand même deux mastodontes. Et voilà, je sais pas effectivement si vraiment quand tu passes après Oasis et Blur, si t'as vraiment le même. Bah, La chanson indépendamment, elle a eu Oui, un elle est carton. super connue, c'est clair, effectivement. Ouais. Cause it's a bittersweet symphony that's live, trying to make ends meet. You're a slave to money, then you die. Et puis aussi, Hockey Computer de Radiohead. Radiohead. Ouais, moi je Exactement. pense que c'est surtout Radiohead qui est venu mettre un coup d'arrêt à la Britpop en mode on peut faire autre chose que juste du rock, on va dire plus ou moins basique quand même. Ouais, ouais, ouais. Pop, machin, Pop, tu vois, etc. alors, ouais. d'aller un peu plus dans le conceptuel. Ouais, c'est ça. Non, c'est paradoxal parce que Billy Arno se veut être un album conceptuel, mais il tu est vois, en alors, fait très canonique par rapport à ce qui a été fait précédemment, quoi. et Blur voulait faire un album qui soit complètement différent des derniers. Ça serait pas un peu de l'esbrouf tout ça finalement. Après, oui. Bon, en temps Blur, on peut aussi. Oui. Ça, on parlera peut-être Ouais. d'Esbrouf, tu vois, alors en parlant de Blur, quand, à la fin, tu vois, alors, quand Ouais, on aura ouais. fait l'historique et tout. En tout cas, 97, c'est finito. Voilà, ciao, bye bye. Merci pour ce moment. Exactement. Et on peut peut-être revenir, en fait, faire une conclusion un peu pour finir, on va dire, la Britpop. Surtout des analyses que on a fait, voilà, tu vois, alors en regardant aussi comment la Britpop, surtout selon moi, en tout cas ça tient, voilà, c'est ma parole, machin, mais que j'estime que la Britpop est avant tout un mouvement qui a été créé artificiellement Ah, mais De toutes pièces. par les journalistes. Et enfin en tout cas par tout ce qui était NME, tu Ouais. vois, genre Melody Maker, Melody Maker, ouais. etc. Tu vois. Bon, déjà, c'est bien qu'on en ait parlé, tu vois, alors déjà aux origines avec John Robb Ouais. et je me rappelle plus de McConney, c'est ça, tu vois, quand il parlait de Britpop. Mais c'est vrai que, bon, bah, si on doit revenir vite fait à Suède, c'est quand même les journalistes qui ont créé la hype. Exactement. Exactement. À partir de rien. Hein. C'est ça qui partir est de assez qui est particulier, quoi. Mais en fait, c'est vrai que plus j'y réfléchissais, tu vois. Et d'ailleurs, on peut parler aussi sur une des pochettes, enfin, sur une des couvertures, le fameux Yanks Go Home. Yanks, go home, ouais. Go Yanks. Yes. Voilà. Tu vois, alors qui est quand même, on va dire, où c'est devenu une forme de chauvinisme, en fait. Exactement. Tu vois, Mais alors. je pense que la Britpop, faut voir ça aussi avec un certain regain de nationalisme, un peu, tu vois. En tout cas, dans Absolument. l'esprit anglais. Et nostalgique aussi. Et Ah oui, nostalgique, oui. ouais. Mais les ça- deux vont ouais. ensemble, de toute façon. Mais ça va un peu de pair avec ce qu'on avait souligné au tout début, c'est qu'on est un peu sur une fétichisation, enfin, on fétichise un peu une certaine période de l'Angleterre, musicale en tout cas. Et en fait, on est comme dit, à un moment, en fait, il y a une paire de repères. Il y a vraiment finalement du coup des idoles un peu absentes. Et il y a ce moment où du coup, on sent que l'Angleterre n'est plus forcément non plus autant mis en avant. Et il n'y a plus de héros. Il y a plus de héros. Et les journalistes veulent des héros. Voilà. Parce que ça fait vendre. Ça veut vendre les la héros. presse. Voilà, c'est un peu ce qui alimente la presse, qui fait vendre du papier, quoi. Et jusqu'à, tu vois, alors créer même des conflits, ou en tout cas amplifier des conflits, justement, avec la guerre Oasis-Blur, où littéralement, bah, les journalistes, enfin, en tout cas, les tabloïds, ils mettaient du leur, tu vois, alors pour alimenter, pour faire dire des choses aussi, tu vois, alors que ce soit à Damon Albarn ou aux frères Gallagher, jusqu'à déformer parfois des Des propos, en fait, pour etc. faire dire des choses qui n'ont pas été Absolument, dites. tu vois, Voilà. alors.
Donc c'est, on va dire, c'est la guerre du papier. C'est littéralement, en tout cas pour moi, c'est ça, tu vois. Alors, Mais ce qui est assez les particulier. gros gagnants en tout cas de la Britpop. Ouais, carrément. Mais ce qui est assez particulier, je dirais, c'est aussi un peu. C'est la guerre du papier, mais c'est aussi la manière dont les groupes à l'époque, avant l'émergence vraiment et la démocratisation d'Internet, en fait, pouvaient exister sur la scène médiatique. Oui. Vraiment, le fait que du coup, ils passaient par la presse, ils passaient effectivement par cette scène-là, justement, par entre guillemets, ils passaient par ces canaux de communication, Ouais. en fait, pour vraiment exister. Et du coup, c'était un peu ce qui influençait, en fait, en partie l'esprit, en fait, des consommateurs et des auditeurs anglais. De fou. Et moi, je trouve que c'est vraiment aussi la dernière grande bulle, dernière grande parenthèse avant vraiment le moment où Internet a commencé à complètement éclater et a rebattu les cartes par rapport à la manière dont les artistes vont se mettre en avant. Ils vont exister dans l'imaginaire collectif. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vrai que pour nous, ça paraît un peu Ouais, désuet. en fait, on pourrait pas imaginer. Enfin, je sais pas si ça prendrait la même importance ou même la même grandeur entre guillemets. C'est délire un peu médiatique comme Non, ça. on s'en fout aujourd'hui. Bah, Aujourd'hui, on est beaucoup plus détaché, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, et surtout après, c'est le côté authenticité, puis d'avoir Voilà, tu sais, ouais. genre la source directement et tout. Mhm. Alors après, il existe quand même encore des industries plantes. Tu Oui, vois, alors, ouais. Donc, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros des personnes qui sont poussées par l'industrie, par exemple une artiste que personne ne connaît, tout d'un coup, en fait, on la voit popper Mhm. artificiellement. Tu vois, alors, enfin, c'est une On voyait, artiste. on voyait ça beaucoup sur YouTube aussi. Hein, Bah, tu c'est vois. arrivé avec Mickey là récemment, Ouais. où on soupçonne que ça soit une industrie plante. Ouais. Enfin, c'est même plus un soupçon, c'est Ok, même sûr. ouais. Mais bon, après, est-ce que c'est bien ou pas, ça, on s'en fout. Oui, tu vois, alors. voilà. C'est juste un constat, tu vois. Alors. Donc, du coup, bah, on peut dire que, par exemple, Suède fut un industrie plan, plus ou moins, à ses dépens, parce que, en fait, le groupe n'était pas encore, on va dire, mature. Ouais, voilà. Tu vois, alors, à cette époque-là, on va dire qu'on les a poussés, tu vois, alors, Ouais, un ouais. peu à aller vers cette direction-là. Et puis, bah, littéralement, Oasis et Blur, ça a été, tu vois, une continuité, tout simplement, de hop, on fait du drama, on fait des clashs, on fait des Ouais, machins. mais ce que je Et trouve voilà. assez particulier, en fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que oui, on peut les considérer comme des industries plantes, mais paradoxalement, je trouve que ces groupes-là, avec quand même. En fait, ils sont un peu débattus avec, en gros, ce qu'on leur a donné. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, ils avaient quand même une identité. Et en fait, à partir en fait, de l'image qu'on leur a donnée à travers les médias, en fait, ils ont quand même chacun à leur manière, les trois, voulu chercher un truc qui leur était propre. Il y a une vraie dimension quand même Sociale. sociale. Alors ouais, par contre ça c'est le truc qu'on peut surtout retenir et ça je pense pas que ça soit artificiel. En tout cas tu vois alors en fait il y a deux trucs qui sont pas artificiels avec la Britpop. La première ça a été la volonté et je pense que ça n'a pas été seulement une volonté seulement des journalistes de retrouver une ferveur populaire, une ferveur mondiale sur l'empire britannique. Lol, on n'est pas à l'époque victorienne. Mais non, en tout cas, tu vois, alors, une sorte de retour au Swinging London, à British Invasion, ça, c'était voulu, en tout cas pour les journalistes musicaux. Et aussi, bah, on voyait que c'était un peu, en tout cas, même le clash Blur versus Oasis, un peu, tu sais, un conflit de classe entre le sud Exactement, et le la nord. culture. Londres, Parce que ça, Manchester. on l'a pas forcément précisé au début, mais justement, c'est deux groupes qui viennent d'un milieu social radicalement différent. Absolument. Damon Albarn, effectivement, c'est plus effectivement l'Angleterre, la City, les écoles d'art, c'est un peu ce côté-là. Et en fait, donc comme on l'avait dit précédemment, Oasis, c'est Manchester, donc Cottonville, la ville, le surnom qu'on avait donné à l'époque à Manchester. Et d'ailleurs, je me permets de faire une petite parenthèse, mais Manchester, c'est aussi une ville qui a été touchée, comme on disait, par les politiques d'austérité de Margaret Thatcher, mais c'est une ville qui a quand même, paradoxalement, par rapport à d'autres villes industrielles en Angleterre, a conservé un très fort capital culturel, parce que notamment dans les années 60, c'était la première ville qui avait accueilli des jazzmen américains pour se produire. C'est aussi une ville, en fait, qui avait beaucoup de clubs. Et d'immigrés. En fait, c'est quasi une ville d'immigrés. C'est une ville d'immigrés. Et porte ouverte. Porte aux ouverte. États-Unis, Et en fait, c'est une ville qui a en fait à la fois été touchée par le déclassement, mais qui a même conservé un fort capital culturel et en fait une forte inspiration. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi, quoi. Ouais, c'est-à-dire que bon, est-ce que c'était pareil pour Liverpool ? Exactement. Est-ce que c'était pareil, tu vois, alors pour d'autres villes d'Angleterre ? C'est ça. Mais en fait, Manchester, c'est clair. un peu une exception à part. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là. C'est on dit une ville qui a été touchée par la précarité, mais qui, de par l'agencement, de par son histoire un peu comme ça, a réussi à conserver, comme dit, en fait, un très fort attrait pour les artistes, pour les musiciens, et pour en fait, culturellement et artistiquement parlant, est très intéressante aussi, quoi. Mais ce qui est aussi intéressant, bah ouais, mais en même temps, tu vois, alors c'est aussi, en tout cas en ce qui concerne Oasis et Blur, une vision complètement différente de l'Angleterre. Parce que tu sais, genre, le truc qui est marrant c'est avec Blur, c'est que eux, ils sont obligés pour être anglais, enfin en tout cas, de ma perception, de faire trop anglais. De reprendre, tu sais, genre un sorte d'accent. Ouais, de reprendre, ouais. tu Un sais, peu l'accent cockney comme ça, oui, tu vois. c'est ça, tu vois, alors, et de faire, tu sais, genre un sorte de pastiche d'anglais, etc. Oui, ouais, ouais. Ce qui n'est pas eux, en fait, véritablement, ouais. Tandis que, tu sais, genre Oasis, on leur disait, ouais, leur musique est simple, leurs textes sont niais, tu vois, alors, etc.
Mais en réalité, Ils devaient mettre les bouchées doubles en fait pour. y en arriver. fait, ils n'avaient pas besoin d'être fake Mhm. pour montrer qu'ils sont britanniques, qu'ils viennent de Manchester. Ils ont leur accent, ils ont leur attitude. Mhm. Tu vois, alors qui est profondément prolétaire. Genre par exemple, ils sont pas pour Manchester United, ils sont pour Manchester City. Voilà, tu vois. Alors donc. Très grand fan du club, ouais. 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 Bah, ce qui est assez marrant, c'est que Manchester City s'est fait racheter à un moment et est devenu, en fait, ironiquement, le club de riches. Là où Oui. United est devenu, en fait, le club de prolo, Bah tu vois. écoute, on fait passer le flambeau. Hein, Voilà, c'est tu vois. ça, tu vois. Mais d'ailleurs, par rapport à Oasis, moi, ce que je trouve assez particulier, c'est qu'en fait, on est vraiment dans l'instrumentalisation aussi de la culture britannique, enfin, d'une partie de la culture britannique, notamment, du coup, on parlait de Tony Blair. En fait, on est un peu dans ce côté, on va prendre l'identité des quartiers prolétaires et ouvriers anglais. On va un peu utiliser l'image qu'on se fait de la late culture, on appelle ça la late culture, notamment. Et en fait, on va vraiment l'utiliser pour, en fait, faire un peu une promotion de ce Ou légitimer, tu vois, alors, effectivement, le Labour. tu vois, Labor, la partie exactement. Labour, voilà. Et en fait, c'est vraiment une démarche qui est purement politique. Là où, effectivement, il n'y a pas eu de véritable apport, entre guillemets, pour la classe ouvrière. Et en fait, c'est vraiment la manière d'utiliser, en fait, en vrai, une partie de l'imagerie, effectivement, de l'esthétisme, en fait, de la classe ouvrière anglaise. Et en fait, c'est vraiment une forme de récupération politique. Ah oui, bien sûr, mais de toute façon. Et d'ailleurs, Mhm. les frères Gallagher sont rentrés. Dans le moule, hein. Ah oui, non, mais ils se sont dit, Clairement. ouais, on vote de gauche, on vote de gauche. Labour. Mais en fait, voilà, ils avaient quoi. fait une déclaration, ils avaient appelé à voter justement Tony Blair à un moment. Ouais. Donc, Noël Gallagher avait tapé un petit toast avec Tony Blair à un moment, justement, aussi. Bah ouais, mais en même temps, tu vois, alors quand t'as été. Et surtout, aussi, il faut se rappeler du traumatisme que ça a été, tu vois, alors pour les classes ouvrières. Ouais. Thatcher, les trois mandats de Madame Thatcher, qui ont été assez terribles, en tout cas pour une partie de l'Angleterre. Le nord a été affecté de fou, tandis que le sud, qui était beaucoup plus mondialisé, Ouais. ouvert au monde, etc., finalement s'est retrouvé, tu vois, à être plutôt à l'aise avec cette politique-là. Mhm. Et en fait, c'est Deux littéralement visions une de société. Bah bien sûr, et c'est une rivalité de classe qui est quand même, en fait, c'est révélé. C'est pour ça que ça a été d'ailleurs, je pense, beaucoup plus populaire que simplement une histoire de musique. Ouais. C'est que là, ça a été vraiment une confrontation de deux entités, tu vois, alors qui cohabitent, mais qui de toute façon sont amenées aussi à se confronter, tu Mhm. vois, alors. Et les années 90, ça a été ça aussi. Ça a été, on va dire, une forme de réconciliation, ou en tout cas, attaquer une bonne fois pour toutes, faire une petite guerre, tu vois, genre qui représente le peuple, ou sinon la bourgeoisie, etc. Mhm. Et après en finir et faire table rase, entre guillemets, quoi. Ouais. Et je pense que, voilà, si la Britpop n'est certes pas que ça, elle a en très grande partie aussi, tu vois, genre, une sorte voilà, d'exorcisation, tu vois, lors Ouais. de toutes ces années-là. tu vois, Carrément, de mais en fait, disette, elle puise son origine en fait dans cette forme de guerre cette guerre de classe, quoi. Mhm. Et c'est ça qui est hyper intéressant et qui donne un peu son identité, qui va au-delà en fait en vrai simplement d'une guerre médiatique, enfin qui en va être alimentée par ça, mais justement c'est profondément des fractures sociales et économiques au sein de la population anglaise qui ont alimenté ce truc-là, quoi. Ouais. Et c'est ça en fait qui fait le sel, qui fait que je trouve l'histoire super intéressante et que je trouve que c'est beaucoup plus profond que simplement des trucs un peu des tabloïds machin. On est Oui, vraiment sur ou un truc, je suis avec la meuf, je suis Oui. avec Frischmann, et Frischmann, bah et toi, puis, en fait, voilà, en vrai, voilà, 2 semaines après je suis plus avec elle machin. Oui, c'est ça, tu vois, alors c'est Voilà. des trucs de drama, tu vois, genre. à la Et con. d'ailleurs, je trouve que c'est une manière un peu de la part des médias de gommer en fait en substance le fond du problème. aussi. Absolument. Bah, ça, c'est détourner l'attention. Mhm. Mais en tout cas, je pense que ceux qui ont gagné la popularité tout court, c'est Oasis. Hein. Oasis. Ouais, parce que c'est bon, le Nord. Alors Tous sur les le bancs. temps long, effectivement, du coup, c'est beaucoup plus Blur parce qu'effectivement, Damon Albarn a beaucoup. Franchement, en termes de culture populaire, mec, C'est Oasis. c'est Oasis. Oasis. Don't- Mais après, Wonderwall, tout le monde c'est vrai connaît, que J'avoue. ouais, Damon Don't Look Albarn a- Back in Anger. Don't Look Back in Anger, Anger. c'est devenu une hymne de stade, Ouais, comme Let It exactement. Be et Wonderwall tout. aussi, tous les trucs comme ça. Mm. Mais après, Blur a multiplié les projets, il est beaucoup plus resté sur la longueur. Donc à ce côté, effectivement, après voilà, avec différents groupes qu'il a eu aussi après. Ouais, il s'est diversifié. Il s'est alors que les autres, diversifié, ils ont quoi. fait des projets solo différents. Bien Mhm. sûr. Oui, mais après, tu vois, alors, en tout cas, le peuple, le cœur du peuple, Mhm. tu vas dans un pub, tout le monde connaît Some Might Say, Some tout Might le Say. monde connaît ce genre de morceau supersonique. et tout. voilà. Mm, exactement. clairement. Donc, le cœur chavire Toujours. Bah, mon toujours cœur- vers Oasis. hein, Ouais, voilà. mon cœur chavire vers Oasis. Ouais, ouais. Mais mon petit côté bourgeois me dit, je préfère Blur. C'est la dualité, tu vois. On a tous un peu en nous cette dualité Blur-Oasis. Ouais, bah en même temps, tu vois, alors c'est la dualité qui me. En même temps, c'est ça qui est cool, c'est-à-dire que tu peux avoir un mood un peu, tu Mhm. sais, genre, tu lèves ton petit doigt pour prendre ta tasse de thé, Voilà. etc. Et le lendemain, Écouter finalement, Blur. tu te peintes la gueule à coups de Guinness et puis Oh voilà. là là, ça c'est le paradis pour moi. Let's go. Ça dépend du mood. C'est comme les Beatles et les Stones. Hein. On y revient à chaque fois. Tu écoutes pas de la même manière les Mhm. Beatles ou les Stones. J'avoue, t'as pas la même attitude. T'as pas Non. la même appréciation en fait, c'est ça. Mais t'as aussi ce truc nord-sud et tout. Mhm. Mais en fait, t'as l'impression que tout a été pompé en mode on veut refaire comme à l'époque. C'est bon, Talking Heads et tout, c'était sympa, mais Mm. on veut de nouveau des guitares qui font du bruit un peu plus guitare. Mhm. Oui. Et du coup, t'as l'impression que même le côté nord-sud, tu te demandes si ça n'a pas été fabriqué. On aurait pu prendre d'autres groupes, mais on a pris cela.
Parce qu'il y avait ce truc nord-sud. Bon, on n'a pas pris Liverpool, on a pris Manchester, mais on a pris Londres quand même, parce que ça Bah, reste de toute Londres. façon, Londres, c'est Londres. Hein, Oui, voilà. tu vois. Mais tu vois, il y a quand même cette dualité où... Et comme ce qu'on avait déjà dit sur des trucs, ça intervient genre 20 ou 30 ans après, donc c'est ce que les parents de ces mecs-là ont écouté à la maison, donc Mhm. ce fameux truc de qu'est-ce que le daron il a écouté et tout. Oui, les influences. et tout. Absolument, ouais. Et donc, et c'est pour ça qu'aussi la Britpop a fini par exister. Hein. C'est Mhm. qu'il refallait du rock hein, Oui, dans, ouais, c'est ça. dans le C'est- cœur et dans la vie côté des gens, cyclique quoi. et tout des Mhm. choses. C'est ça. Bon, en tout cas, je trouve qu'on a... Bon, ça a été quand même assez conséquent. C'est un hein, vaste sujet, mais franchement, ouais. très content de l'avoir fait avec vous. Mais honnêtement, si on doit revenir et tout, moi je m'attendais pas forcément tu vois, que je fasse autant de recherches sur la Britpop. Ouais. Moi j'avais, et tu vois, alors, comme je disais au tout début du podcast, en fait j'avais qu'à gratter un peu le vernis pour voir qu'en fait il y avait beaucoup plus derrière et super intéressant. Mhm. Donc voilà. En tout cas, moi si je vais conseiller un album, Suède, le premier album de Suède, franchement c'est un véritable banger pour moi. Si on doit conclure. Je dis, c'est un peu les délaissés de la Britpop, il faut leur laisser une chance et donner-leur de la stream money, quoi. Ouais, je vois le truc. Si j'avais un album à conseiller, je pense que moi j'irais plus. Alors c'est un peu particulier parce qu'on a quand même parlé des grosses têtes un peu. Ouais. Moi j'irais quand même sur un album et surtout en fait sur un groupe qui est pas fondamentalement le plus connu, c'est Pulp. En fait, Oui, notamment leur oui, oui. single, donc Common People. Et en fait, je trouve ça génial, genre Disco 2000, hein, c'est ça le nom de l'album, du coup, il me semble. Je m'en rappelle plus. En tout cas, finalement, il y a Disco 2000, effectivement, et Common People. En tout cas, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et si vraiment les gens ont l'occasion de le réécouter. Et là, pour le coup, on repuise vraiment dans cet imaginaire de classe, en fait. Parce que c'est pareil, les chansons parlent beaucoup, effectivement, du côté un peu le désarroi, des petites gens comme ça, finalement, du coup, qui sont au pub, qui sont un peu désabusés et tout. Et on retrouve vraiment ce côté un petit peu, vraiment, les mecs comme ça qui font leur quotidien, qui vivent un peu la vie au jour le jour. Ouais. Et qui, voilà, genre, avec ce côté à la fois très anglais, quoi. Ouais, et très donc, bon. Un petit peu autre chose. Puis après, t'as eu d'autres trucs qui sont arrivés, sont revenus à un truc plus un peu brutal que ce que Muse ou Radiohead ont fait, genre Arctic Monkeys, par exemple. Oui, Mmh. Pete Doherty. Et Hein. Pete Ouais, Doherty ouais. avec ses Libertines. différents groupes, Libertines, Baby Ouais. Shambles. D'ailleurs, moi j'étais tombé sur une vidéo à la sortie de Be Arnav du coup en 97. Ouais. En fait, il y avait une vidéo où tu vois un journaliste anglais qui, en fait, il y a une grande file devant un magasin anglais, pour en gros un disquaire anglais, et du coup, en fait, il interroge un peu chaque personne. Ah, Ouais. vous allez acheter là-bas. Et en fait, on voit Pete Doherty super Ah ouais. bien en train de bouffer un croissant, tu vois. Et genre là, je me dis, putain, et en fait, il y a une tête de début, quoi. Pete Ah, mais il Doherty, crève l'écran, hein, Il il a de la crève l'écran. répartie, Ouais, il fait etc. ses petites tu vois, blagues alors, un peu Moi, comme ça, tu vois. j'ai une fascination pour ce mec. Bon, autant les trucs qu'il a fait avec Libertines et Baby Shambles, je trouve que c'est plus un espèce de. C'est un peu comme Tarantino qui fait un western, tu vois. Genre Oui. en mode je copie un peu ce que j'ai aimé, quoi. Ouais. Et je trouve ça intéressant, mais sans plus, je préfère écouter genre Oasis. source. Voilà, Oasis, Libertines. Mais c'est bien aussi, tu vois. Mhm. Mais ça fait très copie, quoi. Ouais, Ouais. un peu, ouais. je Ouais. vois le- Alors après, il a fait des trucs un peu plus perso, ou après, il a fait des albums unplug, on peut appeler Mhm. ça, tu vois. Mhm. Et tu sens un peu l'héritage, mais t'as aussi le côté plus folk. Oui, Ouais. de fou, ouais. Mais ce mec, c'est vraiment le gars, même dans son style, tu vois, tu sens qu'il a été inspiré par Mhm. toute la Britpop, machin. Bien anglais, le frérot. hein. Ouais, clairement. Bah, c'est difficile de faire autrement, quoi. Ouais. Ouais, bah, ouais, de toute façon, ils sont tellement fiers, ces gars-là, tu vois, Ouais. alors, que t'inquiète pas, Mhm. tu les vois à des kilomètres en mode. Ah, Mhm. la Ouais, grosse il est- Saint-Georges. Je sais pas, ce mec, il est un peu ouf. Hein. Bah ouais, c'est un Mais bon. Arctic Monkeys, quoi. Mhm. Ouais. Un groupe qui a explosé. D'ailleurs, en 2006, 2007. Ouais, même je crois un petit peu avant. Puis après, en vrai, mine de rien, des groupes comme Coldplay, Keane,
sans la Britpop, est-ce que ça C'est aurait existé? vrai, c'est vrai. Et en Oui, plus, c'est vrai, ouais. Bah, ce qu'on peut Mais considérer non. un peu comme de la post-Britpop. Alors, Oui, je sais qu'effectivement, mais- il y a pas mal de journalistes qui ont un peu catégorisé ça comme ça. Mais après, voilà, c'est très particulier aussi. De toute façon, c'est une continuité. Mhm. Hein, Mais c'est une continuité. ouais, Est-ce que c'est- Coldplay doit pas énormément au succès Ouais, d'Oasis ou de avec, Blur, ouais. ou de Blur? Ah, plus Coldplay, d'Oasis. je pense que c'est plus Blur qu'Oasis. Ah non, Ouais, je mais pense tu vois, que mais t'as Coldplay le est plus côté- Oasis, hein. T'as le Ah ouais côté Ouais, in dans et les tout, genre hymnes, en mode, moi, ça me fait donc plus New penser Back du and Oasis, Longer, ouais. tu vois, Wonderwall et tout. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pas forcément musicalement, mais ce qu'il y a derrière, tu Mhm. vois. le Ouais, côté- l'objectif, en tout cas. l'objectif, un groupe anglais qui fait des stades, qui remplit des stades, qui fait chanter des stades Mhm. sur de la musique, tu vois. Oui, avec c'est clair. avec une base rock, même si Coldplay c'est pas vraiment rock, mais t'as une base derrière, tu vois, qui est Mhm. présente. Au début, ça a été quand même Un pas côté, mal. Oui, au rock, début, un ouais. côté rock stadium, quoi. Ouais, Un côté, c'est voilà, ça. ouais. Tu peux retrouver ça, quoi. Mhm. Et ouais, Keane aussi, Keane, c'est ouais, pour ce qui ressemble un peu, tu vois, t'as des trucs comme ça. C'est vrai qu'il non plus, j'aime bien l'artiste. Hein. C'est vrai que. Ouais, c'est des coups de cœur un peu, tu vois. Oui, des morceaux, des chansons Somewhere comme ça. Only We Belong. Oui, c'est ça. Ouais. tu vois. Only We Know. C'est très mignon. Moi, je Voilà. trouve ça très très mignon. Ouais, Voilà, c'est tu ça. vois. Mais voilà. Et c'est un peu ce qu'on peut dire comme héritage, tu vois, vite fait, en Angleterre, hein, Mhm. vraiment, parce que sinon après, si tu vas aux États-Unis, t'as d'autres groupes. Oui, bon, allez, on va pas commencer. Oui, à On va parler pas des- commencer à ça. Allez, ça sera pour un prochain épisode. Hein Voilà. Ah, 3 le petits rock. points, tac, tac. Ah ouais, ça pourrait être pas mal, ça. Bah, en tout cas, je pense qu'on est tout bon. Hein. Ouais, carrément. Ouais. En tout cas, ça a été un plaisir d'avoir discuté pendant tout ce Carrément. temps. Hein. Bon, on trinque de loin parce que la table est longue. La table est très Ouais. très longue. C'est la table de Allez, on fait un Macron et de- effort. Ouais, de Macron et de Allez. Poutine, hein, évidemment. Hop. Allez, on ferme le Allez, fort. cheers. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié d'avoir écouté cet épisode. Alors, si vous avez aimé, évidemment, aimez la vidéo, abonnez-vous. Mettez aussi un commentaire. Honnêtement, ça serait très intéressant de savoir qu'est-ce que vous en pensez de la Britpop et quels sont sinon les petits groupes que vous pourriez nous conseiller. Et puis, j'ai envie de dire, on se revoit très bientôt Très avec un bientôt. autre sujet. Exactement. On Et va pas n'oubliez pas l'Abreuvoir, le podcast qui vous abreuve de culture. Absolument. Ciao. Ciao. Salut.